Le béton de cette imposante structure se craquelle sous la pression de milliers de tonnes d'eau. Une légère secousse sismique survient alors, bouleversant la situation. Le vieux barrage ne résiste pas. Un torrent d'eau jaillit à travers des fissures qui s'élargissent à une vitesse alarmante, exerçant une force dévastatrice sur la paroi de pierre qui s'effondre. En un instant, l'édifice disparaît sous l'assaut des flots rugissants, déferlant avec une puissance incontrôlable vers le village niché dans la vallée. Lorsqu'un barrage atteint l'âge de 50 ans, il entre dans une période dite d'alerte. Ce terme désigne en réalité un point critique où son entretien devient nettement plus complexe, tandis que les risques associés augmentent. Une étude récente menée par l'Institut des Nations Unies pour l'eau, l'environnement et la santé a révélé que le Royaume-Uni et le Japon possédaient le plus grand nombre de barrages dans cette catégorie. Cela n'a rien de surprenant. Dans ces deux pays, l'âge moyen des barrages excède largement un siècle. Si, vous aussi, vous vous interrogez sur les raisons pour lesquelles autant de barrages atteignent en même temps cet âge canonique, la réponse est assez évidente. Le milieu du XXe siècle a été marqué par une frénésie de construction. Entre la fin des années 50 et les années 70, plus de 1100 barrages ont été érigés chaque année. Mais, dès 1990, ce rythme effréné a considérablement ralenti, avec moins de 500 nouveaux barrages par an. Depuis les années 2000, ce chiffre a encore diminué, tombant sous la barre des 300. Le plus gros problème réside dans le fait que bon nombre des barrages construits durant ce boom de l'après-guerre vieillissent aujourd'hui simultanément, alors que de nombreux pays font face à des infrastructures dégradées. Et que se passe-t-il lorsque ces ouvrages atteignent un état critique? En l'absence d'un entretien rigoureux, ils risquent de s'effondrer, ce qui pourrait provoquer des catastrophes tant pour l'approvisionnement en eau que pour la sécurité publique. Cela s'apparente à un gigantesque jeu de Jenga aquatique, où il est impératif d'éviter que l'ensemble ne s'effondre. Un exemple tragique d'une telle catastrophe s'est produit avec le barrage de Banqiao, construit en 1952. En 1975, il s'est effondré sous les pluies torrentielles provoquées par le typhon Nina, causant la perte de près de 240 000 vies. L'une des principales causes de cette tragédie résidait dans une conception défaillante. Le barrage n'était pas conçu pour résister à des conditions climatiques extrêmes. Lorsque la région a été frappée par des précipitations d'une intensité sans précédent, il a donc cédé sous la pression. Vous vous demandez probablement si celui qui se trouve près de chez vous est à risque. Si son nom figure sur notre liste des barrages les plus dangereux du monde, il serait peut-être sage de déménager. Le barrage Hoover figure parmi les plus hauts des États-Unis, s'élevant sur le fleuve Colorado à la frontière entre le Nevada et l'Arizona. Avec ses 220 mètres de hauteur, il offre un spectacle impressionnant et constitue une formidable source d'énergie. L'épaisseur de sa base est équivalente à la longueur de 2 terrains de football et chaque déversoir peut gérer un volume d'eau comparable à celui des chutes du Niagara. Toutefois, les experts alertent sur les conséquences catastrophiques d'un éventuel effondrement de cet édifice gigantesque qui mettrait en péril des millions de vies. Ce risque est d'autant plus préoccupant que le barrage vieillit et se situe dans une zone d'activité sismique. Le barrage d'Almendra, le plus haut d'Espagne, a été érigé entre 1963 et 1970. Son rôle principal est de réguler le débit du rio Tormes, et cet ouvrage est loin d'être anodin. Une simple erreur humaine pourrait provoquer des dégâts considérables. Il représente donc une sérieuse préoccupation pour les populations résidant en aval. Le barrage Jinping-I, également nommé la première cascade de Jinping, détient le titre de plus haut barrage au monde avec ses 305 mètres de hauteur. Situé en Chine, il a été construit pour maîtriser le débit du Yalong. Cette structure impressionnante joue un rôle crucial, produisant de 16 à 18 milliards de kilowattheures par an. Pour mettre cela en perspective, un ménage américain moyen consomme environ 11 000 kilowattheures à l'année, ce qui signifie que la centrale hydroélectrique de Jinping peut alimenter environ 1,6 million de foyers. Le barrage de Kariba est une imposante construction située sur le fleuve Zambèze, à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe. Bien que plusieurs autorités se partagent la tâche de son entretien, des rapports indiquent que des réparations urgentes sont nécessaires. Sans ces interventions, le barrage pourrait causer des dégâts majeurs dans les régions environnantes. Il est donc impératif de surveiller ce géant. Le barrage de Mossoul, considéré comme l'un des plus dangereux au monde, présente une particularité inquiétante. Il est composé de boue friable plutôt que de béton. Ce défaut de conception provoque une érosion constante, la boue étant lentement emportée par l'eau. Des équipes travaillent en temps relâche pour en assurer la maintenance et les réparations,
mais ce site reste une source de préoccupation majeure. Le barrage d'Idukki, situé dans l'état du Kerala, en Inde, est un spectaculaire barrage en voûte à double courbure sur le fleuve Periyar. Classé parmi les plus hauts barrages en voûte d'Asie, il retient une immense quantité d'eau. Un problème sur ce barrage entraînerait des conséquences tragiques pour de vastes régions, risquant de coûter la vie à de nombreuses personnes. Par conséquent, son entretien est essentiel pour garantir la sécurité de tous. Le barrage des Trois Gorges en Chine est l'un des ouvrages les plus imposants au monde et abrite la plus grande centrale hydroélectrique de la planète, achevée en 2012. Il s'élève à près de 185 mètres et s'étend sur 2335 mètres, soit plus de la moitié de la largeur de Manhattan à son point le plus étroit. Cette construction titanesque a même eu des répercussions notables sur la Terre elle-même, en influençant notamment la rotation de notre planète, selon les experts. Aussi impressionnant soit-il, ce barrage représente des risques considérables pour l'environnement et la sécurité. Il a notamment été érigé dans une région sujette au séisme, un facteur préoccupant. De plus, l'accumulation de sédiments dans son réservoir pourrait affecter sa stabilité. Lors de sa construction, plus d'1 million de personnes ont dû être relogées, et l'écosystème a été profondément impacté. Reconnu pour son attrait esthétique, le barrage de Monticello, aux États-Unis, attire chaque année des milliers de curieux. L'une des raisons pour lesquelles les gens sont si désireux de s'y rendre est son fascinant Glory Hole. Bien qu'il puisse sembler pittoresque au premier abord, ce Glory Hole représente en fait une porte ouverte sur le danger. Il s'agit essentiellement d'un immense entonnoir en béton qui se dresse au sommet du barrage. Lorsque le niveau de l'eau dans le lac excède 134 mètres au-dessus du niveau de la mer, s'approchant ainsi du débordement, l'eau commence à s'évacuer par cet entonnoir, à la manière d'une baignoire qui se vide. Ce phénomène crée un tourbillon fascinant, mais il vaut mieux éviter de s'en approcher pour ne pas courir de risques. Situé sur le fleuve Columbia dans l'État de Washington, le barrage de Grand Coulee fournit de l'électricité au nord-ouest du Pacifique depuis 1942. Il renferme près de 9,1 millions de mètres cubes de béton, ce qui permettrait de construire un trottoir d'1,20 m de large et de 10 cm d'épaisseur, en faisant 2 fois le tour de l'équateur. Cependant, cette structure impressionnante présente aussi des défis. Âgé de plus de 80 ans, il nécessite une attention particulière pour son entretien. De plus, son emplacement dans une zone sismique soulève des questions sur sa stabilité. Le barrage de Kurobe, au Japon, est une merveille de 186 mètres de haut, achevé en 1963. Toutefois, avec les années, il montre des signes de vieillissement et les fréquents tremblements de terre au Japon augmentent les risques associés à ce barrage. Par ailleurs, la région est souvent touchée par des pluies torrentielles, capables d'exercer une pression supplémentaire sur toute la structure. Le barrage de Tarbela, situé sur le fleuve Indus, est le plus grand barrage en terre compacté au monde. Achevé en 1976, il est confronté à des défis tels que l'accumulation de sédiments qui diminue sa capacité de stockage. Par ailleurs, les changements climatiques ont perturbé le débit de l'eau, mettant ainsi en péril la stabilité de cette structure monumentale. La principale utilité des barrages réside dans l'irrigation, permettant d'acheminer l'eau vers les cultures. En effet, environ 40% de la nourriture consommée à l'échelle mondiale dépend de ces infrastructures hydrauliques. Ensuite, l'hydroélectricité figure parmi leurs fonctions principales. Les barrages agissent comme de gigantesques batteries, transformant le flux de l'eau en énergie. Ils contribuent également à l'approvisionnement en eau, au contrôle des inondations et offrent des activités récréatives telles que la navigation de plaisance et la pêche. Étant donné le vieillissement des barrages, des mesures doivent être prises pour protéger les populations vivant à proximité. Les États-Unis montrent l'exemple avec une initiative de démantèlement de barrages, ayant déjà retiré plus de 1200 structures au cours des 30 dernières années. Les barrages anciens sont non seulement dangereux, mais aussi coûteux à entretenir, rendant leur démantèlement souvent plus judicieux. Le manteau neigeux au-dessus de vous se scinde soudainement en deux, dévalant la pente glacée jusqu'à son point de repos bien en contrebas. Sur son passage, tout est broyé sous l'énorme masse de neige et de débris. Vous assistez à une avalanche, l'une des catastrophes naturelles les plus redoutables qui soient. Et si l'on vous parlait d'un autre type d'avalanche, tout aussi terrifiant que celui des montagnes? Ce qui la rend particulièrement étrange, c'est qu'elle se produit sous l'eau. Les avalanches sous-marines sont des phénomènes naturels d'une puissance dévastatrice, souvent bien plus redoutables que les terrestres.
elles peuvent provoquer un chaos planétaire aux conséquences dramatiques. Le plus inquiétant, elles surviennent en permanence sous la surface des océans. Invisibles, imprévisibles et extrêmement difficiles à mesurer. Ces avalanches sous-marines peuvent atteindre une ampleur 100 fois supérieure à celle des avalanches terrestres et menacent gravement les communications mondiales au point de potentiellement priver la planète entière d'Internet. Mais nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, remontons 60 000 ans dans le passé. Nous voici au large de la côte nord-ouest de l'Afrique, sur le point de découvrir l'ampleur et l'impact dévastateur d'une avalanche sous-marine titanesque. Elle a débuté par un simple glissement de terrain sous-marin dans le canyon d'Agadir. À l'origine, il ne s'agissait que d'1,5 km de matériaux. Cependant, cette masse a rapidement été multipliée par plus de 100 en traversant le fond de l'océan Atlantique. Au fur et à mesure que l'avalanche gagnait en vitesse et en volume, elle emportait avec elle du gravier, du sable, des roches et de la boue. Elle a creusé un sillon dévastateur à travers l'un des plus grands canyons sous-marins du monde, éradiquant toute forme de vie sur son passage. La puissance du flot destructeur était telle qu'il a érodé un segment de 400 km du canyon, creusant des centaines de mètres dans ses parois et endommageant une zone totale de 4500 km², soit plus de 3 fois et demi la superficie de New York. Quant à sa force, elle a projeté d'énormes blocs rocheux le long des parois du canyon, atteignant des hauteurs pouvant aller jusqu'à 130 mètres. Avant que les scientifiques ne mettent en évidence cet événement dévastateur, ils avaient largement sous-estimé l'étendue de la destruction causée par les avalanches sous-marines. Par ailleurs, ces catastrophes majeures peuvent se déclencher non seulement au large, dans les profondeurs océaniques, mais également à proximité des estuaires. Revenons au 14 janvier 2020 pour examiner cela de plus près. Un courant de turbidité, un flux rapide d'eau descendant chargé de sédiments, a parcouru plus de 1100 km depuis l'estuaire du fleuve Congo jusqu'aux abysses. Ce phénomène a été provoqué par 2 facteurs. Des inondations exceptionnelles le long du fleuve à la fin de décembre 2019 et des marées de printemps d'une ampleur inhabituelle. Cela a engendré une gigantesque avalanche de sable et de boue, dont le volume représentait un tiers de tous les sédiments transportés annuellement par l'ensemble des fleuves de la planète. Cette avalanche a vu sa vitesse augmenter, passant de 5 mètres par seconde dans la partie supérieure du canyon du Congo à 8 mètres par seconde à l'extrémité du canal, à près de 1200 km du littoral. Ce trajet en a fait la plus longue avalanche de sédiments jamais mesurée sur Terre. 2 jours après son déclenchement, le flux atteignait les abysses. L'avalanche a sectionné 2 câbles de télécommunications sous-marins, ralentissant drastiquement la vitesse de transfert des données Internet dans toute l'Afrique de l'Ouest, du centre et du sud. Avant cela, les scientifiques jugeaient impossible de mesurer directement les avalanches sous-marines de grande ampleur. Toutefois, le flux de sédiments observé dans le canyon du Congo a permis de surveiller le phénomène, offrant aux chercheurs une meilleure compréhension du lien entre les grandes crues fluviales et les profondeurs océaniques. Ils ont également déterminé que la fréquence des avalanches sous-marines dépendait de la localisation de l'observateur. Les canyons sous-marins situés à proximité des embouchures des fleuves peuvent connaître plusieurs petites avalanches chaque année. En revanche, des systèmes éloignés des déversements fluviaux, comme le canyon d'Agadir, ne subissent qu'une avalanche titanesque tous les 10 000 ans environ. Vous vous interrogez peut-être sur les causes possibles d'une avalanche sous-marine. Les tremblements de terre, les typhons, les marées hautes, les crues fluviales et même les éruptions volcaniques peuvent en être responsables. De plus, avec le changement climatique, ces phénomènes deviennent de plus en plus fréquents et violents. Toutefois, la présence de ces déclencheurs ne garantit pas qu'une avalanche se produira ni n'en détermine l'ampleur. Prenons un exemple. En 1755, un puissant tremblement de terre a frappé la côte portugaise, dévastant Lisbonne et causant des dizaines de milliers de morts. Pourtant, cet événement n'a provoqué qu'une petite avalanche sous-marine. En revanche, en 1929, un séisme majeur au large de Terre-Neuve, au Canada, a déclenché la plus grande avalanche sous-marine jamais documentée. Le flux, se déplaçant à 70 km/h, a charrié des rochers, du sable et de la boue tout en rompant 11 câbles sous-marins. La puissance de l'avalanche a également généré un tsunami ayant entraîné la mort de 28 personnes le long des côtes. Les avalanches sous-marines sont invisibles car elles se produisent en profondeur,
ce qui rend leur étude extrêmement complexe. Pourtant, leur compréhension est cruciale. Ces flux transportent des sédiments, des nutriments et même des polluants à travers les fonds marins, jouant un rôle essentiel dans les écosystèmes océaniques. Une équipe de chercheurs de Liverpool s'est alors lancée dans la résolution de ce mystère. Au cours des 4 dernières décennies, ils ont recueilli plus de 300 échantillons du fond océanique, en les associant à des données sismiques et bathymétriques. Autrement dit, à la cartographie des fonds marins. Ils ont pu reconstituer une immense avalanche sous-marine, une première à cette échelle. Ce qui rend l'événement encore plus fascinant, c'est qu'il a débuté de manière relativement modeste avant de se transformer en une avalanche gigantesque, atteignant plus de 200 mètres de hauteur. Pour imaginer l'ampleur, pensez à une avalanche de la taille d'un gratte-ciel dévalant de Liverpool à Londres, creusant une tranchée de 30 mètres de profondeur et 15 km de large. Finalement, elle s'est étendue sur une superficie supérieure à celle du Royaume-Uni, recouvrant tout d'une épaisse couche de sable et de boue. C'est comme ensevelir un pays entier. Ces découvertes sont véritablement cruciales, car elles révèlent qu'un glissement de terrain sous-marin de faible envergure peut évoluer en un phénomène gigantesque et hautement destructeur. Mais le plus inquiétant, ce sont les câbles Internet sous-marins, essentiels aux communications mondiales. On dénombre plus de 550 câbles actifs sur les fonds marins, totalisant une longueur incroyable d'1 400 000 km, soit suffisamment pour entourer la Terre 35 fois. Lorsqu'une telle avalanche endommage des câbles sous-marins, les conséquences sont souvent catastrophiques et coûteuses. En 2006, un séisme à Taïwan a provoqué des avalanches sous-marines qui ont sectionné plusieurs câbles reliant l'Asie du Sud-Est au reste du monde. Cela a entraîné une perte de 90% du trafic Internet entre la Chine et les États-Unis au pic de l'événement. Taïwan, quant à elle, a subi des interruptions de trafic allant de 74 à 100% vers les îles voisines. Vous comprenez maintenant pourquoi il est essentiel d'en savoir plus sur ce phénomène naturel. Heureusement, des chercheurs de l'université Tulane ont trouvé un moyen de l'analyser en 3 dimensions. Jusqu'à présent, les études ne considéraient les avalanches sous-marines qu'en 2 dimensions, ce qui ne permettait pas de saisir pleinement leur comportement. Les chercheurs ont concentré leurs efforts sur l'interaction des flux sous-marins avec des mini-bassins, des formations naturelles sur le fond océanique semblables à des bols peu profonds. Malgré leur nom, ces bassins peuvent être vastes, atteignant jusqu'à 10 km², soit environ 2 fois la superficie de Central Park à New York. Lorsque des courants de turbidité pénètrent dans ces mini-bassins, ils ne s'immobilisent pas simplement. Au contraire, ils frappent la paroi opposée et reviennent sous forme de tourbillons, semblables au remous dans un cours d'eau. Ces mouvements tourbillonnants redistribuent les sédiments avant qu'ils ne se déposent. La taille du bassin et la vitesse du courant influencent fortement ce processus. Si le bassin est grand et le courant lent, il se remplit progressivement de sédiments. Mais si le courant accélère ou si le bassin est réduit, le flux déborde, s'étalant au-delà de ses limites. Pour approfondir leurs recherches, les scientifiques ont créé une réplique d'un mini-bassin dans une piscine et testé diverses vitesses de flux pour simuler les courants de turbidité. Ils ont même conçu des mélanges spécifiques de sédiments pour observer le comportement de particules de tailles diverses. Finalement, ils ont réussi à reproduire les conditions océaniques, mais à une échelle contrôlable et adaptée à leurs expériences. Fascinant, n'est-ce pas? En juin 1928, un certain monsieur Keller faillit perdre la vie lors d'une terrifiante catastrophe naturelle. Il était dehors avec sa famille lorsqu'il remarqua un nuage en forme de parapluie qui semblait s'approcher d'eux. Il en éprouva un sentiment d'inquiétude. Une tornade était probablement en train de se former à cet endroit. En effet, en un rien de temps, 3 énormes nuages en forme d'entonnoir se dirigèrent vers eux. Après avoir conduit sa famille dans l'abri souterrain, Keller décida de jeter un nouveau coup d'œil. Et ce qu'il vit l'horrifia et l'hypnotisa tout à la fois. La tornade se trouvait juste au-dessus de sa tête. Mais à l'intérieur du nuage tourbillonnant, tout était étrangement calme. L'homme perçut une forte odeur d'herbe. Il avait du mal à respirer. Il leva les yeux et vit une ouverture circulaire juste au-dessus de lui. Elle mesurait entre 15 et 30 mètres de diamètre et près d'1 kilomètre de haut.
Keller distinguait clairement les parois du nuage en rotation. Des éclairs constants zigzaguaient d'un côté à l'autre sans arrêt, illuminant la scène digne d'un film d'horreur. De nombreuses tornades, plus petites, se formaient et se détachèrent du nuage. Un sifflement assourdissant se faisait entendre. L'instant d'après, la tornade passa au-dessus de la maison de M. Keller et détruisit celle de ses voisins. M. Keller n'est pas la seule personne à avoir vu une tornade de l'intérieur et à avoir survécu. Mais les autres survivants n'ont pas eu autant de chance. En 2019, Chris Tuveng, originaire de Dallas, au Texas, se rendit un jour dans une pizzeria sans se douter de ce qui l'attendait. Comme les pizzas n'étaient pas prêtes, il décida d'attendre un petit moment. Ce fut une grave erreur. Une puissante tornade s'abattit sur le centre commercial où se trouvait le restaurant et l'entraîna à l'extérieur du bâtiment. Il parvint à s'accrocher in extremis à une colonne et pria pour sa vie. Mais quelle force humaine peut résister à la puissance terrifiante d'une tornade? Tuveng fut soulevé dans les airs et projeté sur un camion garé devant le restaurant. Il tenta de s'accrocher au capot, mais il n'y avait rien à saisir. Finalement, il réussit à s'accrocher à la jante du pneu avant gauche et il resta là jusqu'à ce que le cauchemar s'arrête. La tornade à laquelle Chris a survécu mesurait, à sa base, 13 terrains de football de large et ses rafales atteignaient les 225 km/h. Eric Simmons grimpa dans son camion pour se protéger d'une tornade en mai 2019. Une fois à l'intérieur, il regarda au travers de son pare-brise. Des vignes semblaient pousser le long d'une clôture. Elles bougeaient d'une manière bizarre. Il eut l'impression de perdre la tête. C'est alors que tout commença. Soudain, tout ce qu'Eric put voir, c'était le vent. L'obscurité était totale. Puis un pan de toit s'envola au-dessus de lui et se brisa dans les airs. Le pare-brise arrière du camion se brisa lui aussi et projeta des éclats de verre sur notre homme. Un arbre devant lui fut soulevé telle une brindille, et la clôture fut entraînée par-dessus le camion. Simmons sentit l'arrière du véhicule se soulever. Il vit des lignes électriques exploser sous ses yeux. Même si la visibilité était mauvaise, il pouvait encore voir les éclairs. Tout cela dura environ 45 secondes, mais il lui sembla qu'une éternité était en train de s'écouler. Lorsque la voie fut dégagée, Eric sortit de son véhicule, mais il pouvait à peine marcher après le choc qu'il venait de subir. Il ne pouvait pas parler non plus. Ce fut l'une des expériences les plus horribles et les plus traumatisantes de sa vie. Selon lui, la raison de sa terreur paralysante était qu'il n'avait reçu aucune formation, qu'il n'avait pas été prévenu et qu'il n'avait donc pas pu se défendre contre ce qui lui arrivait. Plus tard, il découvrit que la tornade qui avait failli lui coûter la vie avait une vitesse comprise entre 138 à 177 km/h et mesurait entre 68 et 91 mètres de diamètre. Une tornade est une colonne d'air en rotation qui touche le sol. Parfois, elle est reliée à la base d'un orage. La vitesse du vent à l'intérieur des tornades peut atteindre des centaines de kilomètres à l'heure. Il n'est donc pas étonnant qu'elles aient un potentiel dévastateur énorme. Elles arrachent les voitures, déracinent les arbres, détruisent les bâtiments, etc. Le problème qui se pose lors d'une tornade est qu'il n'est pas toujours facile de la voir arriver. Le vent, aussi violent soit-il, est invisible. Le premier signe de son approche est souvent le fameux grondement, qui rappelle le bruit d'un train de marchandises en marche. Il existe d'autres sons indiquant l'arrivée d'une tornade, mais l'oreille humaine ne peut pas les percevoir. Lorsque vous apercevez le cône d'une tornade, cela signifie qu'elle a déjà formé un entonnoir de condensation composé d'eau, de poussière et de débris. Les tornades les plus destructrices naissent d'orages en rotation qu'on qualifie de supercellulaires. Par chance, les météorologues sont en mesure de repérer de tels orages car ils ont une apparence bien définie sur les radars. Les experts estiment que c'est la différence de température qui détermine la probabilité de formation d'une tornade. Et pourtant, nous ignorons encore beaucoup de choses sur ce processus. Par exemple, les questions « pourquoi » et « où les tornades ont le plus de chances de se produire » restent sans réponse. On mesure la puissance des tornades à l'aide de l'échelle de Fujita améliorée. L'échelle va de 0 à 5 en fonction des dégâts causés par la tornade et de la vitesse du vent. EF0 est la tornade la plus faible et EF5 est une tornade que vous ne rencontrerez jamais, je l'espère. L'échelle EF culmine à 290 km/h. Les maisons à structure solide sont soulevées de leurs fondations et transportées sur de longues distances avant d'être réduites en miettes.
Les voitures sont projetées dans les airs à plus de 100 mètres de distance et les constructions à armature d'acier sont gravement endommagées. Malgré la puissance et la férocité terrifiante des tornades, les autorités rapportent que même les pires d'entre elles ont un taux de survie de 99%. Mais cela ne signifie pas que vous ne devez pas prendre toutes les précautions possibles pour éviter de vous retrouver à l'intérieur d'un de ces monstres. Ne vous approchez pas des portes et des fenêtres. Réfugiez-vous si possible au centre de votre maison et utilisez des oreillers, des couvertures et des matelas pour vous protéger des débris volants. Si vous êtes bloqué à l'extérieur pendant une tornade, rampez jusqu'à un fossé, couvrez-vous et protégez votre tête. Il existe un phénomène tout aussi effrayant qu'une tornade, mais qui se forme dans l'eau. Les tourbillons apparaissent lorsque de l'eau à fort débit se heurte à un obstacle ou à un autre courant. L'eau se met alors à tourbillonner dans une spirale descendante, entraînant vers le fond tous les objets, les animaux et même les petites embarcations qui se trouvent à proximité. Un tourbillon peut également se former lors de l'apparition soudaine d'un gouffre créé par l'effondrement d'une grotte, par exemple. L'eau envahit alors la structure creuse et crée un courant tourbillonnaire, semblable à celui que vous voyez lorsque vous retirez le bouchon d'une baignoire remplie d'eau. Si certains tourbillons sont petits et brefs, d'autres peuvent atteindre des dimensions énormes et être animés par des courants constants. Les plus dangereux d'entre eux sont les maelstroms. Si vous entrez dans un tel tourbillon, vos chances de remonter à la surface sont minces. Le mouvement incessant de l'eau et sa force d'attraction vous désorientent et vous empêchent de respirer. C'est ce qui est arrivé à Stuart Fullstone lorsqu'il s'est retrouvé piégé dans un tourbillon. Son premier réflexe a été de nager, mais cette idée s'est avérée infructueuse. Les images filmées par la caméra fixée sur son casque montrent que l'homme est resté sous l'eau pendant près de 3 minutes et demie. Il a probablement été entraîné tout au fond du fleuve. Là, la force d'attraction s'est un peu atténuée et a finalement relâché son emprise. L'homme a eu de la chance. Un kayakiste l'a repéré dans l'eau et l'a remonté à la surface. La profondeur à laquelle un tourbillon peut vous entraîner peut varier. Elle dépend de sa puissance et de sa taille. Malheureusement, toutes les personnes piégées dans un tourbillon n'ont pas survécu et ne sont jamais sorties de l'eau. La diversité des façons dont les tourbillons se forment signifie qu'ils peuvent parfois apparaître de façon inattendue. Impossible de rien prévoir, vous n'êtes pas prévenu. La meilleure façon de rester en sécurité est donc de porter votre gilet de sauvetage à tout moment lorsque vous êtes dans l'eau. Si vous êtes entraîné dans un tourbillon, essayez de ne pas vous déplacer dans la même direction que le flux d'eau. Visez le bord extérieur plutôt que le centre du tourbillon. Si vous avez de la chance, sa force vous projettera vers le haut. Il y a eu des précédents. Si vous traversez un tourbillon, la vigie s'écrie « Iceberg droit devant !» Le Titanic percute la glace et l'eau s'infiltre rapidement. Les passagers de 3e classe se retrouvent prisonniers et il n'y a pas suffisamment de canaux de sauvetage pour sauver tout le monde. La panique se répand. Les violons jouent une mélodie funèbre. Puis, le navire sombre enfin. Bien sûr, nous connaissons tous cette scène emblématique du film Titanic. Mais si l'on vous disait que Hollywood ne nous a pas tout révélé? Pour connaître la véritable histoire de cette nuit glaciale de 1912, il nous faut revenir un peu en arrière. La vigie s'écrie « Iceberg droit devant !» Cette partie est en effet conforme à la réalité. Aux alentours de minuit moins 20, Frederick Fleet aperçoit une masse sombre, plus sombre que la mer, droit devant le navire. En s'en approchant, il reconnaît un iceberg. On fait aussitôt machine arrière, et le Titanic effectue un virage brusque. Plutôt que de le frapper de plein fouet, le paquebot frotte contre le flanc de l'iceberg, éparpillant des morceaux de glace sur le pont avant. Si vous vous rappelez, dans le film, Jack et Rose partagent un moment romantique, juste avant que le navire ne soit ébranlé par l'impact de l'iceberg. Tout semble secoué, comme lors d'un léger tremblement de terre. Certains passagers ont réellement perçu une telle secousse, mais à en croire Frank Prentice, survivant du Titanic, les choses ne se sont pas tout à fait déroulées ainsi. Selon lui, le choc n'a pas été aussi brutal, et s'apparentait plutôt à un freinage soudain en voiture. Le navire s'est arrêté, et c'est à peu près tout. Certains passagers n'ont même été réveillés par la collision, preuve que l'impact n'a pas été aussi violent qu'on pourrait le croire. Monsieur Prentice, intrigué par la situation, a quitté sa cabine pour se rendre sur le pont. Une fois sur place,
Il n'a vu qu'un peu de glace éparpillée à la surface, bien loin de l'imposant iceberg que Jack et Rose contemplaient. Toutefois, nous savons aujourd'hui que les véritables dommages se sont produits sous la ligne de flottaison, où une saillie de l'iceberg a ouvert une entaille de 90 mètres dans la coque du navire. Lorsque l'équipage a saisi l'ampleur des dégâts, il a immédiatement commencé à émettre des appels de détresse vers les navires environnants pour solliciter leur aide. Dans une scène du film, l'opérateur radio informe le capitaine qu'un seul navire se trouve à proximité, le RMS Carpathia, qui finira par secourir de nombreux passagers. Mais en réalité, plusieurs navires se trouvaient dans les environs. On suppose aujourd'hui que le SS Californian n'était qu'à environ 37 km du Titanic. Ce navire aurait potentiellement pu assister au naufrage, ou, tout du moins, voir les fusées de détresse illuminer le ciel. Et pourtant, pour des raisons qui nous échappent encore, aucune tentative d'assistance n'a été faite. Revenons à notre récit. À ce stade, il est devenu impératif de quitter le navire. À 1h moins le quart, le premier canot de sauvetage, le numéro 7, a été mis à l'eau. Comme le montre le film, on a demandé en priorité aux femmes et aux enfants de monter à bord. Cependant, dans la réalité, plusieurs femmes étaient réticentes, et certaines ont même refusé d'embarquer. Monsieur Prentice a expliqué que cette réticence était principalement due à 2 facteurs. D'une part, la hauteur à laquelle se trouvaient les canots, une chute libre de 20 mètres qui effrayait les passagers. D'autre part, bon nombre de femmes ne croyaient pas que le Titanic, qualifié d'insubmersible, puisse vraiment couler. L'idée d'évacuer à bord d'un canot leur semblait proprement saugrenue. Cet état d'esprit pourrait expliquer pourquoi Eloise Smith, une passagère de première classe, a relaté qu'au début, ni la panique ni le chaos ne régnaient. D'autres survivants ont confirmé qu'aucune femme, ni aucun enfant ne pleurait. Toutefois, une source d'inquiétude pour l'équipage était bien réelle. La crainte que les canots de sauvetage ne cèdent sous un poids trop important. C'est l'une des explications avancées pour justifier pourquoi les premiers canots de sauvetage sont partis avec si peu de passagers à bord. Le canot numéro 7, par exemple, n'a embarqué que 27 personnes, bien qu'il ait pu en accueillir jusqu'à 65. Le Titanic disposait de 20 canots de sauvetage au total, capables de transporter près de la moitié des 2200 personnes présentes à bord cette nuit-là. Cependant, cela ne s'est pas déroulé ainsi, et il est désormais clair que les passagers ignoraient qu'il n'y aurait pas assez de place pour tout le monde. Pendant que les femmes prenaient en place calmement dans les premiers canots, les musiciens se dirigeaient vers le pont pour jouer dans l'unique but d'apaiser les passagers. Ce fait est bien connu, mais certains survivants ont affirmé ne jamais avoir aperçu ni entendu les musiciens. Pas un seul violoniste en vue. Il ne faut cependant pas en conclure que Hollywood vous a trompé. Les musiciens ont effectivement joué pendant plus de 2 heures après la collision avec l'iceberg. Peut-être que ces passagers étaient simplement trop paniqués pour remarquer la musique, ou que l'orchestre a commencé à jouer plus tard que nous ne l'imaginons. Passons maintenant à la question du traitement épouvantable réservé aux passagers de 3e classe. Le film dépeint l'équipage comme impitoyable, enfermant les plus démunis sous le pont, les privant ainsi de toute chance d'accéder au canot et de sauver leur vie. Toutefois, l'enquête officielle sur la catastrophe a conclu que cela n'était pas tout à fait exact. Certes, moins de passagers de 3e classe ont survécu par rapport à ceux des classes supérieures, mais d'autres facteurs ont également joué un rôle. De nombreux passagers de 3e classe hésitaient à abandonner le navire, préférant s'accrocher à leurs effets personnels, et rencontraient davantage de difficultés pour remonter depuis leur cabine, située aux extrémités du navire. Certains survivants ont témoigné qu'ils n'étaient pas enfermés, bien au contraire. Madame George Wabi, une Libanaise voyageant en 3e classe, a raconté que lorsque l'incident s'est déclaré, quelques membres courageux de l'équipage et d'élégants passagers de première classe l'ont aidé à gagner le pont supérieur et à embarquer dans un canot de sauvetage. Au début, le Titanic coulait progressivement, compartiment par compartiment. Des passagers ont observé la montée des eaux et perçu des craquements et des détonations. Ensuite, un grand « boom » s'est fait entendre. Certains ont affirmé qu'il s'agissait d'une unique explosion, tandis que d'autres ont décrit une série de petites déflagrations, pensant que c'étaient les cloisons qui cédaient une à une. Un autre groupe n'a perçu qu'un grondement sourd. Ainsi, les récits sur les sons perçus divergent, mais un fait est indéniable. À 2h18, les lumières du Titanic se sont éteintes, plongeant le navire dans une obscurité totale. Tandis que la proue s'enfonçait davantage, la poupe se redressait hors de l'eau.
exerçant une pression considérable sur le centre du navire et provoquant ainsi sa rupture. Dans le film de James Cameron, ce moment est représenté de manière absolument dramatique, avec le navire coulant presque à la verticale. Mais en réalité, la rupture a probablement eu lieu sous un angle bien plus modéré, sans doute juste sous la ligne de flottaison. Toutefois, l'inclinaison était suffisante pour que les passagers ne puissent plus se tenir debout et soient précipités dans l'eau. Il est intéressant de noter que ce n'est qu'en 1985, après la découverte de l'épave, que la rupture du Titanic en deux a été confirmée. Jusqu'alors, les récits des survivants divergeaient, mais au moins 8 d'entre eux affirmaient avoir vu le navire se fendre. Emily Ryerson, une passagère de première classe, avait décrit cet événement comme une tranche nette du Titanic, comme faite par un couteau. Cependant, un petit groupe de témoins soutenait que le Titanic avait sombré en un seul bloc. À l'époque, cette version était plus largement acceptée, car beaucoup refusèrent d'admettre qu'un navire prétendument indestructible ait pu se briser en deux. Pourquoi ces témoignages contradictoires? Ce que l'on ne voit pas dans les films, pour des raisons évidentes, c'est l'obscurité totale dans laquelle la tragédie s'est déroulée. C'était comme se diriger à tâtons dans une cave sans fenêtre, où l'on ne distingue que des silhouettes et des ombres. Telle était la situation à bord des canots de sauvetage. Cela signifie que les passagers ne pouvaient pas véritablement observer ce qui se passait. Quant à ceux qui étaient de près du navire, la plupart ont soit perdu la vie, soit étaient bien trop préoccupés par leur propre salut pour prêter attention aux détails du naufrage. Quoique le film de James Cameron n'ait pas totalement rendu justice à l'atmosphère terrifiante de cette séquence, la série télévisée Titanic de 2012 a bien mieux saisi l'ampleur de cette terreur nocturne. Et pourtant, la plupart des gens savent que les pyramides ont été construites pour servir de tombeau aux pharaons, afin de leur assurer un voyage sans encombre vers l'au-delà. La grande pyramide de Gizeh, par exemple, a été construite pour le pharaon Khéops. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que cette tradition de construction de pyramides a commencé ici même, avec la pyramide à degrés de Djeser, il y a environ 4700 ans. Cette structure massive a été construite pour le pharaon Djeser, un souverain de la 3e dynastie égyptienne. Elle s'élève sur 6 niveaux au-dessus du sol et mesure environ 60 mètres de haut. Aujourd'hui, nous la considérons comme un projet architectural phénoménal. Mais pour les anciens Égyptiens, la pyramide à degrés de Djeser représentait plutôt une vaste expérience. Un essai, si l'on peut dire, destiné à perfectionner leurs compétences en matière de construction, avant de passer à des pyramides encore plus ambitieuses. Atteindre de nouveaux sommets est très excitant, mais le véritable mystère réside dans ce qui se passe sous terre. Dans le labyrinthe souterrain de cette pyramide, un réseau de tunnels s'étend sur environ 5,5 km. Certains chercheurs pensent que ces tunnels pourraient avoir fait partie d'un système d'adduction d'eau très sophistiqué, et cela pourrait changer complètement notre vision de la construction des pyramides. Parlons de ce complexe massif situé à Saqqara. Autour de la pyramide, il y a ce qu'on appelle une douve sèche, une tranchée continue qui fait environ 50 mètres de large et près de 3 km de long. Elle forme une sorte de rectangle autour de la pyramide. Cette tranchée a une profondeur moyenne d'une vingtaine de mètres. Si l'on additionne toute la terre et la roche creusée pour créer cette douve, cela représente environ 10 fois le volume de la pyramide elle-même. Pendant longtemps, les gens ont pensé que cette tranchée n'était rien d'autre qu'une immense carrière, un endroit où l'on avait extrait de la pierre et de l'argile pour construire la pyramide à degrés. C'est logique, non? Mais en y regardant de plus près, on s'est aperçu qu'il n'en était rien. La tranchée est trop étroite et trop profonde pour avoir été exploitée, et son tracé ne correspond à rien de ce que nous savons des méthodes d'extraction de l'Égypte ancienne. De plus, certaines sections de la tranchée sont recouvertes d'un plafond rocheux, ce qui aurait rendu son utilisation comme carrière pratiquement impossible. Une théorie suggère que la douve sèche avait une signification spirituelle. Il s'agissait peut-être d'un lieu sacré, où les âmes des nobles se réunissaient pour servir le roi défunt dans l'au-delà. Des niches dans les murs évoquent bien cette fonction spirituelle. Mais la plupart des chercheurs pensent qu'elle n'a été développée que bien plus tard, longtemps après la construction du complexe. Alors, à quoi la douve servait-elle vraiment? En 2020, un chercheur a émis une idée assez intrigante. Il est possible que cette tranchée ait été conçue pour recueillir et canaliser l'eau, en particulier après de fortes pluies. Cela semble logique si l'on considère son emplacement. La douve se trouve dans une zone qui aurait facilement pu être inondée par les eaux de ruissellement provenant des plaines voisines.
Cela pourrait également expliquer pourquoi la tranchée n'a été utilisée pour de nouvelles tombes que bien plus tard, lorsque le climat est devenu plus sec et le site moins sujet aux inondations. Mais l'histoire devient encore plus fascinante, car cette tranchée semble faire partie d'un système hydraulique plus vaste et plus élaboré à l'intérieur du complexe de Djéser. C'est comme si elle comportait plusieurs compartiments, soigneusement taillés dans la roche et reliés par des tunnels. Ces compartiments faisaient probablement partie d'un système de traitement de l'eau. L'eau s'écoulait d'un compartiment à l'autre, se purifiant au fur et à mesure qu'elle progressait. C'est ici que les choses commencent à se rattacher à la pyramide elle-même. Le complexe de Djéser comporte une série de puits souterrains, et certains chercheurs pensent que l'eau de la douve a pu être utilisée pour alimenter un système d'ascenseur hydraulique. Cet ascenseur hydraulique géant aurait alors servi à soulever les lourdes pierres nécessaires à la construction de la pyramide. Il fonctionnait comme un volcan, mais au lieu de lave, c'est de l'eau qui soulevait les blocs de pierre. Imaginez un grand trou profond dans le sol au centre du site de la pyramide. À l'intérieur de ce trou, il y avait une énorme plateforme en bois, un peu comme un radeau géant qui pouvait monter et descendre. Lorsque les ouvriers voulaient soulever une pierre lourde, ils remplissaient le trou d'eau. Lorsque le niveau de l'eau montait, la plateforme en bois se mettait à flotter, emportant la pierre avec elle, un peu comme un ascenseur géant. Lorsque la pierre atteignait la bonne hauteur, les ouvriers la faisaient glisser de la plateforme vers la pyramide. L'idée, c'est que l'eau de la tranchée, après avoir été nettoyée et filtrée, se serait écoulée dans ces puits. Un flotteur énorme, peut-être en bois, s'élevait alors au fur et à mesure que l'eau remplissait le puits, soulevant les pierres jusqu'à l'endroit où on en avait besoin pour la construction. Une fois la pierre en place, l'eau était évacuée et la plateforme redescendait, prête à soulever la pierre suivante. Ce système de levage hydraulique sophistiqué aurait pu changer la donne, rendant l'ensemble du processus de construction beaucoup plus rapide et efficace, et permettant d'économiser de la main-d'œuvre. C'est comme si les anciens Égyptiens avaient déjà adopté la notion selon laquelle travailler plus intelligemment vaut mieux que travailler plus durement. Mais bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord avec cette théorie. Certains experts affirment que la zone où a été construite la pyramide à degrés de Djéser n'aurait pas pu fournir suffisamment d'eau. Les pluies étaient assez rares pour entretenir un système hydraulique aussi élaboré. La théorie principale suggère qu'il y avait peut-être un lac à proximité qui se serait rempli après chaque période de pluie et qui aurait fourni l'eau dont le complexe avait besoin pour son système hydraulique. Or, aucun écrit de l'Égypte ancienne ne fait mention d'un tel lac. Il s'agit donc plus d'une hypothèse que d'une réalité. Et puis, il y a la question du travail lui-même. Vous vous souvenez que j'ai dit que cette méthode aurait pu permettre aux anciens bâtisseurs d'élever des pierres avec beaucoup moins d'efforts? Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Selon certains experts, la construction de ce dispositif aurait nécessité beaucoup plus de travail que le simple déplacement des blocs de pierre nécessaires à l'édification du monument. Et n'oublions pas que la pyramide à degrés de Djéser est relativement petite comparée à celles qui ont suivi. Les pierres utilisées pesaient en moyenne 300 kg chacune, ce qui n'est rien comparé aux blocs de plus de 2,5 tonnes utilisés plus tard pour la pyramide de Khéphren. S'il nous faut complètement écarter cette théorie de l'ascenseur hydraulique, il nous reste à expliquer comment cette pyramide a été construite. Pour répondre à cette question, nous devons revenir un peu en arrière et parler des plans d'origine. Avant que la tombe de Djéser ne devienne une pyramide, l'idée était de construire un simple mastaba. Ce type de tombeau était assez courant dans les périodes antérieures. Une structure rectangulaire à toit plat avec des côtés inclinés. Mais une fois le mastaba original terminé, ils auraient décidé de l'agrandir un peu en ajoutant quelques couches supplémentaires. Ils auraient ensuite ajouté d'autres couches jusqu'à ce que la construction atteigne 6 niveaux distincts, chacun plus petit que le précédent. Et ils auraient probablement fait tout cela en soulevant ces lourdes pierres à l'aide de passerelles, et non d'un ascenseur hydraulique. Nous ignorons encore beaucoup de choses sur la pyramide à degrés de Djéser. Des recherches supplémentaires sont certainement nécessaires pour comprendre comment ce système fonctionnait, ou s'il a même existé. Mais l'idée d'utiliser de l'eau pour construire une pyramide apporte une nouvelle dimension à notre compréhension de l'ingénierie de l'Égypte ancienne. Cela nous rappelle avec force à quel point ces bâtisseurs étaient intelligents et ingénieux, mettant à profit les ressources naturelles dont ils disposaient pour créer l'un des monuments les plus emblématiques de l'histoire.
En 2011, des chercheurs chiliens ont mis au jour en Antarctique un fossile singulier, évoquant un ballon de football écrasé. Pendant près de 10 ans, ce spécimen est resté sans étiquette spécifique, posé sur une étagère du Musée national d'histoire naturelle du Chili. Dans le musée, on l'appelait « La Chose », un surnom inspiré de son apparence digne d'un film de science-fiction. Lorsqu'ils ont finalement pu analyser ce fossile énigmatique, les scientifiques ont découvert qu'il s'agissait en réalité d'un œuf géant à coquille molle, vieux d'environ 66 millions d'années. Cet œuf mesure plus de 28 cm de long pour 18 cm de large. À titre de comparaison, un œuf de poule standard excède à peine 6 cm, tandis qu'un œuf d'autruche avoisine les 15. Ainsi, La Chose s'est vue attribuer le titre de plus grand œuf à coquille molle jamais découvert et de deuxième plus grand œuf animal connu à ce jour. Le seul œuf plus imposant était celui de l'oiseau-éléphant de Madagascar, une espèce disparue qui mesurait 1,5 fois la taille de Michael Jordan, soit 3 mètres. L'oiseau, bien sûr, pas l'œuf. Cet œuf, découvert en Antarctique, est également remarquable car il représente le premier œuf fossile mis au jour dans cette région du globe. La créature qui l'a pondu devait être un reptile marin gigantesque, tel que le mosasaure. Cette hypothèse étonne, car la plupart des scientifiques pensaient que ces animaux ne pondaient pas d'œufs. Cette découverte pourrait donc profondément modifier notre compréhension de ces créatures. Enfin, cet œuf est unique en raison de sa coquille fine et dépourvue de pores, un trait qui le distingue des œufs de dinosaures, typiques. Son apparence rappelle davantage celle des œufs de lézards ou de serpents, bien qu'ils proviennent d'un animal colossal apparenté à ces espèces. Aucun dinosaure ou reptile volant connu de cette époque et de cette région ne semble capable de pondre un œuf aussi énorme. Tout porte donc à croire qu'il s'agit bien d'un mosasaure, bien qu'il soit impossible d'en être totalement certain. Les scientifiques ont mené des recherches approfondies, étudiant 259 espèces de reptiles actuels, comme les lézards et les serpents, ainsi que leurs œufs. Grâce à ces analyses, ils ont estimé que la créature ayant pondu cet œuf devait mesurer au moins 7 mètres de long, sans inclure la queue, soit un monstre un peu plus grand qu'une girafe adulte. Durant la fin du Crétacé, il y a environ 105 à 66 millions d'années, cette région de l'Antarctique aurait pu servir de pouponnière. Des ossements de jeunes mosasaures et plésiosaures y ont été découverts, aux côtés de ceux d'individus adultes. En Norvège, des archéologues ont réalisé une découverte remarquable en retrouvant des dizaines de flèches, cachées dans la glace depuis près de 6000 ans. Ces flèches, révélées par la fonte d'une vaste plaque glaciaire dans les hautes montagnes, couvraient une superficie équivalente à 45 terrains de football. En 2014 et 2016, lorsque les étés ont été particulièrement chauds, les scientifiques ont exploré cette zone connue sous le nom de Langfon. Ils ont également découvert de nombreux ossements et bois de renne. Certaines flèches étaient intactes, tandis que d'autres étaient fragmentées. 5 pointes de flèches ont aussi été retrouvées autour de la zone en dégel. Ce site a révélé davantage de flèches que tout autre site glaciaire dans le monde. Parmi les 68 flèches identifiées, certaines remontaient à l'époque néolithique, tandis que les plus récentes dataient du XIVe siècle de notre ère. La glace agit comme une véritable machine à remonter le temps, conservant presque parfaitement ce qui s'y trouve. Langfon a acquis sa renommée comme l'un des premiers sites glaciaires jamais étudiés, après qu'un randonneur y a découvert une chaussure en cuir vieille de 3300 ans, non loin du bord. Les scientifiques continuent d'analyser ces lieux pour comprendre leur utilisation par les humains et les changements subis par les plaques glaciaires, de la Norvège à l'Amérique du Nord, au fil des siècles. Il y a environ 32 000 ans, un écureuil a enterré des graines près d'une rivière en Sibérie. Cela évoque-t-il à d'autres des souvenirs de l'âge de glace? Ces graines appartenaient à une plante aux délicates fleurs blanches, la Silène stenophila. Des milliers d'années plus tard, une équipe de chercheurs a retrouvé ces graines profondément enfouies dans le sol gelé, à une profondeur équivalente à celle d'un immeuble de 12 étages. Les graines étaient enfouies dans la glace, entourées d'ossements d'animaux comme des mammouths, des bisons et des rhinocéros laineux. Les graines les plus matures avaient été abîmées, peut-être par l'écureuil lui-même, mais certaines graines plus jeunes conservaient encore des tissus viables. Les scientifiques les ont minutieusement extraites et placées dans de petits récipients pour favoriser leur croissance. Et maintenant, la partie la plus incroyable. Ils ont réussi à faire pousser ces plantes. Leurs fleurs présentaient des formes légèrement différentes de celles de la même espèce qui pousse aujourd'hui. Au bout d'un an, cette plante de l'ère glaciaire a même produit de nouvelles graines.
Ces résultats ont conduit les chercheurs à suggérer que le permafrost pourrait servir de réservoir d'un ancien patrimoine génétique, où des espèces disparues pourraient être retrouvées et ramenées à la vie. Des chercheurs, à bord d'un brise-glace en Antarctique, étaient à la recherche de baleines lorsqu'ils ont fait une découverte beaucoup plus surprenante. Une caméra placée derrière le navire, pesant autant qu'une voiture, a capté l'image de 60 millions de nids de poissons des glaces, répartis sur le fond de la mer de Weddell. Les nids, espacés d'environ 25 cm dans toutes les directions, s'étendaient sur une superficie de 240 km², soit légèrement plus que la taille de Washington, D.C. La colonie possédait même une limite bien définie, visible comme une ligne tracée dans le sable. Les scientifiques exploraient cette région pour étudier un site océanique particulier où l'eau était légèrement plus chaude que celle environnante. Dans cette eau réchauffée, ils ont observé de minuscules organismes, appelés zooplanctons, près de la surface. Lorsqu'ils éclosent, les jeunes poissons des glaces nagent vers cette zone pour se nourrir de zooplancton avant de redescendre vers le fond marin pour grandir et, à leur tour, se reproduire. Avec une telle abondance de nourriture, leur présence dans cette eau plus chaude semblait logique. Cependant, personne ne s'attendait à découvrir un nombre aussi impressionnant de nids de poissons des glaces, bien plus que ce qui avait été observé jusque-là. L'Antarctic Heritage Trust de Nouvelle-Zélande a découvert d'anciens négatifs dans une cabane en Antarctique. Ces clichés se sont avérés être des images rares de l'expédition du groupe de la mer de Ross, une tentative célèbre mais infructueuse menée par Ernest Shackleton entre 1914 et 1917. Son ambition était d'être le premier à traverser l'Antarctique par voie terrestre, reliant la mer de Weddell à la mer de Ross en passant par le pôle Sud. Cependant, l'expédition a pris une tournure désastreuse lorsque leur navire, l'Aurora, a été perdu en mer. L'équipe a dû s'abriter dans la cabane d'un autre explorateur, le capitaine Robert Falcon Scott, qui avait lui aussi cherché à atteindre le pôle Sud en 1972, sans succès. Les négatifs, fabriqués en nitrate de cellulose, ont été retrouvés collés les uns aux autres dans une petite boîte. Le Trust a ramené les négatifs en Nouvelle-Zélande, où ils ont été soigneusement séparés, révélant 22 images jusque-là invisibles. Bien que de nombreuses photos aient été abîmées, certaines montraient des lieux reconnaissables autour du détroit de McMurdo, une région emblématique de l'Antarctique. L'identité du photographe reste toutefois un mystère. En décembre 2021, des chercheurs ont observé une marque inhabituelle sur la plateforme de glace de Larsen, une immense étendue glacée au large de la côte est de l'Antarctique. Ils ont supposé qu'il s'agissait d'une rivière souterraine et ont foré à près de 500 mètres pour vérifier. Bien qu'ils se soient attendus à trouver de l'eau, ils ont été surpris de découvrir qu'elle abritait de minuscules créatures rapides, appelées amphipodes. Les chercheurs ont également constaté que cette rivière souterraine comportait des courants en couches, se déplaçant dans des directions inattendues et encore mal comprises. Une autre découverte étonnante a marqué leur étude. Le 20 décembre de la même année. Regardez donc ce passage étroit entre le nord du Maroc et la partie sud de l'Espagne. Il s'agit du détroit de Gibraltar. Il n'y a que 13 km entre les deux continents, mais pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas de pont, alors que les gens rêvent depuis des siècles de relier ces deux régions. Dans certains endroits du monde, on a construit des ponts sur des distances bien plus grandes au-dessus de l'eau. Par exemple, la chaussée du lac Pontchartrain, près de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, s'étend sur 38 km, soit 3 fois la longueur de l'hypothétique pont entre l'Afrique et l'Europe. Il figure dans le livre Guinness des records comme la structure continue la plus longue construite au-dessus d'une étendue d'eau. Il se compose de 2 ponts parallèles et relie la zone urbaine de la Nouvelle-Orléans aux petites localités situées au nord du lac Pontchartrain. 9000 piles de béton soutiennent plus de 1000 sections au-dessus de l'eau. Cette structure gigantesque a été construite au milieu du XXe siècle. Il n'a fallu que 14 mois entre le début de sa construction et son achèvement. Les ingénieurs américains ont utilisé une technologie inédite pour fixer les piles de béton à la base du pont. Et ce pont est toujours en activité. Quel est donc le problème avec la construction d'un pont qui relierait l'Afrique et l'Europe? Découvrons d'abord les avantages qu'apporterait ce pont de 13 km en connectant les deux continents et la raison pour laquelle tout le monde en parle. Eh bien, il serait inestimable. Diamants, pétrole, minéraux. L'Afrique regorge de matières précieuses. Et l'Europe ne demande qu'à les acheter. Ce pont théorique permettrait de transporter rapidement et facilement des marchandises de toutes sortes pour le commerce. Et aujourd'hui, l'échange de biens entre l'Afrique et l'Europe n'est possible que grâce aux avions et aux cargos.
et les avions sont extrêmement coûteux en raison du prix élevé du carburant. De plus, les voyages en avion sont souvent retardés en raison du mauvais temps. Les procédures douanières prennent du temps et les distances entre les aéroports et les centres urbains sont importantes. Les bateaux peuvent également poser problème. La zone de la Méditerranée où les deux continents sont proches l'un de l'autre est dangereuse en raison des tempêtes et des forts courants. Le transport de vos diamants dépend donc fortement des conditions météorologiques. Le deuxième avantage d'un tel pont serait la création de dizaines de milliers d'emplois. Les Européens et les Africains se construiraient mutuellement des hôtels, des ports, des parcs et même de petites villes. Les régions côtières des deux continents deviendraient de nouveaux centres économiques. Et imaginez les investissements que ces endroits attireraient. L'Europe et l'Afrique seraient plus proches que jamais. Vous pourriez aller en voiture d'une ville espagnole à un parc de safari dans le nord du Maroc, acheter du thé marocain, de l'huile d'argan et rentrer chez vous le soir même. Vous pourriez aussi prendre un train à grande vitesse pour traverser la magnifique mer Méditerranée. Des centaines de restaurants, de parcs d'attractions, de centres commerciaux et de musées pourraient voir le jour à proximité. Mais malheureusement, il est impossible de construire un tel pont, du moins à l'heure actuelle. Et voici pourquoi. Le principal problème est le détroit de Gibraltar lui-même, ses forts courants et son activité sismique. Comment lancer une construction à grande échelle si, en quelques jours, un tremblement de terre sous-marin peut déclencher des vagues géantes et emporter tous les navires sous l'eau? Même si vous construisez un pont, des courants d'eau rapides qui changent constamment de direction pourraient ébranler l'ensemble de la structure et endommager ses fondations. Le pont sur le détroit de Gibraltar devrait être conçu selon une méthode capable de résister à l'activité sismique. Et d'énormes ressources seraient nécessaires pour créer quelque chose d'aussi complexe. Malgré le danger que représente le passage entre ces deux continents, cette région demeure l'une des plus fréquentées au monde. C'est le seul endroit de la planète où la mer Méditerranée et l'océan Atlantique se rejoignent. Environ 300 navires y transitent chaque jour. Des navires marchands, mais aussi des bateaux de pêche et de tourisme. Il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde où vous pouvez observer des baleines sortir de l'eau. En raison des particularités des courants marins de cette zone, ce détroit est fréquenté non seulement par des personnes, mais aussi par des créatures marines. Nous en reparlerons plus tard. Un autre problème est la profondeur du détroit. Concrètement, tout pont franchissant une étendue d'eau doit reposer sur de longues piles métalliques. Les constructeurs et les ingénieurs plantent ces piles dans le plancher marin et s'en servent comme base de maintien pour l'ensemble de la construction. Mais il est difficile de fixer ces piles de manière suffisamment stable en raison de l'irrégularité du sol sous-marin. Sa géologie présente des caractéristiques uniques, des irrégularités et différentes densités de roches terrestres. On y trouve également des récifs, des rochers et des fosses. Tout fond marin nécessite des études géologiques approfondies avant l'installation de piles. Et le fond du détroit de Gibraltar est particulièrement difficile d'accès en raison de sa profondeur, près de 915 mètres. C'est l'un des détroits les plus profonds du monde. Imaginez, vous pourriez empiler 10 statues de la liberté entre le fond du détroit et la surface de l'eau. Quel type de pile faudrait-il utiliser à cet endroit pour soutenir un pont tout entier? Probablement des piles constituées de plusieurs sections reliées entre elles par une longue tige de métal. N'oubliez pas non plus l'activité sismique. Supposons que vous ayez installé des piles parfaitement robustes, mais que le lendemain, un tremblement de terre se produise et détruise l'ensemble de la structure. De plus, les forts courants transporteraient les débris dans toute la Méditerranée. Le troisième problème est le plus important, car il concerne la vie marine. Le détroit de Gibraltar a une forte teneur en sel. Cet élément naturel alourdit l'eau, et toute une couche d'eau très salée occupe le fond du profond bassin méditerranéen. Cette eau salée pousse l'eau froide des fonds marins vers l'océan Atlantique. Ces changements de densité, ainsi que les courants rapides, créent des tourbillons et des turbulences continues. C'est comme un chaudron d'eau froide qui ferait remonter beaucoup de nutriments à la surface. Les dépressions et les élévations du détroit de Gibraltar sont remplies de substances diverses et de lumière solaire, conditions idéales pour la formation de phytoplancton. Les baleines, les dauphins et d'autres créatures marines adorent ce mets délicat. C'est pourquoi on trouve ici environ 7 espèces de baleines et de dauphins. Qu'arriverait-il au phytoplancton après le début de la construction?
Le dioxyde de carbone, les roches concassées, les tonnes de poussière et de cendres, les chutes de matériaux de construction, tout cela viendrait considérablement polluer l'environnement. Sans phytoplancton, de nombreux poissons disparaîtraient. Sans poissons, des milliers de pêcheurs ne pourraient plus se nourrir et gagner de l'argent. Et si ce pont finissait par être construit, les voitures et les trains continueraient à polluer l'air et l'eau. La perturbation de l'équilibre fragile de cet étroit détroit pourrait entraîner des catastrophes environnementales de grande ampleur. Les dauphins et les baleines partiraient de chercher de la nourriture ailleurs et, par conséquent, perturberaient l'écosystème d'autres régions marines. Comme des dominos qui tombent, un problème en entraînerait un autre. Et tout cela à cause d'un seul pont. En 2007, le ministère espagnol de la protection de l'environnement a instauré des limitations de vitesse pour tous les navires empruntant le détroit afin de ne pas perturber le fragile équilibre de la nature. Au début du XXe siècle, un ingénieur français a proposé un projet de pont, mais il a été rejeté parce qu'il était trop compliqué et trop coûteux. On a également essayé de creuser un tunnel de 37 km de long, mais ce projet s'est heurté à des difficultés financières et techniques. Les gens rêvent toujours d'un pont au-dessus du détroit de Gibraltar. Peut-être qu'un jour, lorsque nous aurons développé nos technologies, nous serons en mesure de le bâtir. D'ailleurs, il n'y a pas toujours eu de l'eau entre ces deux régions. Il y a très longtemps, ces deux continents étaient reliés. La mer Méditerranée est le vestige de la Thétis, un paléo-océan de l'époque des dinosaures. À une époque, les plaques africaines et indiennes sont entrées en collision avec la plaque eurasienne et la Thétis a complètement disparu. À sa place, un pont terrestre s'est formé, séparant la mer Méditerranée de l'océan. Privée d'eau, la mer s'est asséchée il y a environ 6 millions d'années. Mais lorsque ce pont naturel s'est effondré, l'eau est revenue remplir le bassin. Son étroite plaque s'est enfoncée pendant des dizaines de milliers d'années, et la mer Méditerranée a fini par atteindre son niveau actuel. Lorsque vous pensez à la plage, la première chose effrayante qui vous vient à l'esprit, ce sont probablement les requins, n'est-ce pas? Ces pauvres bougres ont la mauvaise réputation d'être les grandes brutes de l'océan. Mais honnêtement, ils causent beaucoup moins de fatalités que les méduses, les algues et même le sable. Chaque année, des tonnes de gens se rendent à la plage pour profiter du soleil et se détendre près des vagues. Mais creuser des trous dans le sable peut s'avérer très risqué. En février 2024, un incident tragique s'est produit. Une fillette de 7 ans s'est retrouvée piégée à la suite de l'effondrement d'un trou d'environ 1,5 m de profondeur qu'elle avait creusé avec son frère. Malgré les efforts des passants pour la secourir, les secours sont arrivés trop tard. Vous pensez peut-être que creuser dans le sable est inoffensif, mais les trous profonds peuvent constituer un piège mortel. Le sable se définit par sa taille, et non par son matériau. Le sable de plage est généralement constitué de quartz, mais les régions tropicales peuvent être recouvertes de sable corallien. Le poids du sable dépend de ce dont il est fait. Le quartz pur est assez léger, environ 1044 kg par mètre cube sec, mais les sables plus mélangés peuvent être beaucoup plus lourds. Lorsque le sable est humide, il conserve bien sa forme. Mais une fois sec, c'est une toute autre histoire. Si vous creusez un trou et que le sable sèche, il risque de s'effondrer. Le danger augmente considérablement si quelqu'un se tient près du bord. Le poids de la personne rend le trou encore plus instable. Une fois que le sable commence à tomber, il remplit toutes les poches d'air, ce qui rend la respiration difficile pour les personnes piégées à l'intérieur. Sauver une personne dans un affaissement de sable n'est pas chose aisée. Le sable est lourd et ne cesse de s'effondrer. Les sauveteurs doivent donc agir rapidement. Dans l'idéal, ils disposent de 3 à 5 minutes avant que la personne piégée ne suffoque. Si vous vous retrouvez un jour dans une telle situation, il est conseillé d'exposer la bouche de la personne pour qu'elle puisse respirer pendant que quelqu'un d'autre travaille à la dégager. Si vous vous rendez à la plage, faites preuve de discernement en ce qui concerne les trous. La meilleure règle est de ne jamais creuser un trou plus profond que les genoux de la personne la plus petite de votre groupe. Il est également conseillé de combler les trous une fois que vous avez fini de jouer. Quelqu'un pourrait trébucher facilement dans un trou oublié, et même un trou peu profond peut causer des blessures. Entre 1997 et 1207, les trous dans le sable ont coûté la vie à 31 personnes aux États-Unis. Oui, en 10 ans seulement. Vous vous souvenez que je vous ai dit que les requins étaient responsables de moins de décès? De 1997 à aujourd'hui, en 27 ans,
29 personnes ont trouvé la mort prématurément aux États-Unis à cause des requins. Se rendre à la plage et n'y trouver qu'un tas d'algues? Une vraie déception. Mais si certaines algues sont tout à fait acceptables, même à déguster, d'autres peuvent me présenter de graves risques pour la santé, même si vous ne faites que vous en approcher. Les proliférations d'algues, ou marées rouges, se produisent lorsque les algues se développent de manière débridée. Ces efflorescences peuvent libérer de vilaines toxines qui sont néfastes pour les humains, les poissons, les crustacés et même les oiseaux. L'une des efflorescences algales les plus connues se produit presque chaque été sur la côte du golfe de Floride. Même celles qui ne sont pas toxiques peuvent perturber l'écosystème. Lorsque les algues se flétrissent et se décomposent, elles consomment tout l'oxygène de l'eau, laissant la faune et la flore marine littéralement à bout de souffle. Il faut absolument éviter de consommer des coquillages provenant de zones touchées par ces proliférations d'algues toxiques. En 1990, 6 pêcheurs ont failli connaître une fin tragique après avoir englouti des moules cuites à la vapeur qu'ils avaient ramassées près de Cape Cod, dans le Massachusetts. La baignade dans ces eaux ne présente pas toujours un risque sérieux pour la santé, mais elle reste déconseillée. Certaines personnes peuvent souffrir d'irritations cutanées ou de démangeaisons oculaires. Veillez également à ne pas vous baigner à proximité de poissons morts, car les bactéries nocives peuvent proliférer. Et si vous commencez à vous sentir bizarre après être entré dans l'eau, il est préférable de sortir et de vous rincer à l'eau douce immédiatement. Vous savez, ce n'est pas toujours un facteur spécifique qui rend certaines plages dangereuses. Parfois, les plages elles-mêmes sont pleines de surprises. Prenez par exemple Etty Bay ou Mission Beach en Australie. Vous aurez probablement à partager le sable avec des cassoars, les oiseaux les plus intimidants de la planète. Imaginez que vous vous apprêtiez à vous détendre et à prendre un bain de soleil, et que vous découvriez ces oiseaux géants incapables de voler, non loin de votre serviette. Ils ressemblent aux émeus, mais en plus effrayants. Ils peuvent peser plus de 72 kilos et peuvent être un peu agressifs. Alors méfiez-vous. Si ces oiseaux ne vous font pas peur, les plages de sable noir de Kilauea pourraient trop bien faire l'affaire. Elles ont l'air accueillantes, mais ces plages se trouvent juste à côté de l'un des volcans les plus actifs au monde, le mont Kilauea, qui est en éruption depuis 1984 et déverse sa lave brûlante dans l'océan. Mais ces eaux chauffées ne sont rien en comparaison de certaines plages hawaïennes. Se baigner à Hanakapiai Beach, sur la côte de Napali à Kauai, est une très mauvaise idée. La plage est tristement célèbre pour ses courants puissants, qui peuvent vous entraîner au large en un instant. Si vous vous retrouvez pris dans l'un de ces courants, vous serez très vite emporté à 10 km du rivage le plus proche. Les registres officiels font état d'au moins 30 décès, mais un panneau situé sur place en dénombre plus de 80. Les courants d'arrachement tirent l'eau vers le large et peuvent rapidement entraîner des personnes et des objets loin des eaux peu profondes situées près des plages. En général, ils se déplacent à une vitesse comprise entre 1,6 et 3,2 km par heure, mais ils peuvent atteindre les 8 km par heure. Les meilleurs nageurs professionnels ne sont pas aussi rapides. Ces courants sont particulièrement violents lorsque le ressac est important. Mais il ne faut jamais sous-estimer une étendue d'eau. Vous pouvez également trouver des courants d'arrachement à l'embouchure des rivières, dans les estuaires, et même à proximité des jetées. Il peut être difficile de les repérer. Si vous remarquez une zone d'eau agitée à la surface de l'océan, il s'agit peut-être d'un courant d'arrachement. Ces courants ne sont pas propres à un endroit particulier. On en trouve partout dans le monde. À Playa Zipolite, au Mexique, à Fraser Island, en Australie. La liste est longue. Un autre danger lié à l'eau est celui des vagues de bord. Il s'agit de vagues violentes qui viennent s'écraser directement sur la plage, souvent sur le sable. Imaginez la force d'une voiture venant s'écraser sur votre corps. C'est un peu ce que l'on ressent lorsqu'on rencontre une vague de bord. Ces vagues peuvent causer de graves blessures, en particulier au cou et à la colonne vertébrale, même si elles n'ont pas l'air énormes. Hawaï est réputé pour ses intenses vagues de bord, en particulier dans des endroits comme Keiki Beach, où les surfeurs se lancent à l'assaut du vent à la recherche de sensations fortes. Si vous vous rendez sur une plage hawaïenne, gardez un œil sur les vagues de bord et guettez toujours les sauveteurs. Les personnes qui aiment nager, jouer ou plonger dans l'océan sont souvent victimes de piqûres de méduses. Leurs longs tentacules libèrent du venin par l'intermédiaire de milliers de petits dards acérés. Cependant, pour nous, les humains, ce venin n'est généralement pas très grave. Oui, c'est très désagréable, car la brûlure peut être intense et notre peau rougira un peu. Mais c'est tout. Vous ne verrez même plus la zone piquée au bout de quelques jours. La plupart des piqûres de méduses guérissent d'elles-mêmes en quelques jours ou semaines, moyennant quelques soins maison,
même si elles peuvent parfois déboucher sur des symptômes beaucoup plus graves. Toutefois, si vous vous trouvez dans les eaux côtières du nord de l'Australie et de la région Indo-Pacifique et que vous vous faites piquer par une méduse, vous risquez d'avoir de gros ennuis, mes amis. En effet, c'est dans cette région que vivent les méduses boîtes. Et elles ne plaisantent pas. Certaines personnes les ont à juste titre baptisées guêpes de mer. Ce sont probablement les méduses les plus dangereuses et les plus toxiques au monde. Leur piqûre est incroyablement atroce, à tel point que certaines victimes ont fait un arrêt cardiaque avant même d'avoir pu atteindre le rivage. Selon la rumeur, ces méduses seraient responsables de la mort de près de 80 personnes en Australie depuis que l'on a commencé à les répertorier. Alors, comment les reconnaître? Contrairement aux méduses ordinaires, les méduses boîtes sont bleu pâle et transparentes. Elles doivent leur nom au fait que This tourist destination has the highest entrance price of all. It could cost you your life. Those who spend over 16 hours in the death zone, and it is the official name of the most dangerous area on Mount Everest, risk never returning home. Those who endure 48 hours there will almost certainly never see their families again. The altitude in this region is over 26,000 feet, and winds can reach speeds of 62 miles per hour, sweeping everything, including you, off their path. Only one person has stood tall in this hostile environment for 90 hours. There was a bit of cheating involved, as it was with supplemental oxygen. Yep, the precious O2 gas is extremely scarce there. Without this vital resource, the maximum time someone can survive is about 21 hours. A record set by this guy. Yeah, he was tough. He reached the Everest peak 10 times. His fastest ascent took slightly under 17 hours, but Pemba broke his record, ascending Everest in 8 hours and 10 minutes. However, these accomplishments are not feats for the average Joe. These record holders have, in a sense, won a genetic lottery. Both are Nepalese Sherpas, hence the names. Sherpas are native to the mountains and have evolved a natural resistance to high-altitude living. Despite the undeniable dangers, people seem unwilling to stop visiting the death zone. Since the establishment of climbing records, over 300 people have lost their lives there. Last year alone, 18 people perished, and as of July 2024, the death zone has claimed 8 lives. Now, as creepy as it may sound, the death zone on Mount Everest resembles a graveyard. The challenge lies in that of recovering a body from this perilous location costs families a fortune. Oxygen alone, which is necessary to descend a body, can amount to as much as 20 grand. This may seem far-fetched, but the operation requires 12 people, each needing an oxygen cylinder that costs around $400. So, do the math. And it's not just the oxygen. Imagine the other expenses summed up. Still, it's not only the money. The retrieval process is fraught with danger for those tasked with it, causing many private companies to decline such requests. Recently, authorities managed to recover 4 bodies and a skeleton from the treacherous area. While not all of them have been identified, one body belonged to an individual who passed away in 2017, remaining in the death zone for 7 years. El Caminito del Rey in Spain, Maluga, may look like child's play compared to Everest Death Zone, as reportedly it has only claimed 6 lives. But still, this is eerie. Imagine you're standing on an old piece of wood some people dare to call a walkway that seems to be about to fall apart. You can't really move freely on it, as it's just 3 feet wide, and if you look down, you'll see nothing but a river 330 feet below you. You may want to sarcastically call it an engineering wonder, but in reality, it really is. Look, it seems like this walkway was glued to the side of a cliff. The tools and technique used to build it were quite rudimentary and unsafe, which is not surprising. The pathway is over a century old. If you're wondering how it was built without any machinery we have today, let me explain. The poor builders just hung off the side of the mountain using ropes. It's obvious no one wanted to work on that project, so prisoners who had received the death penalty were invited to participate. In exchange, they could get a reduction in their sentences, if they made it out alive, of course.
Now, originally, the walkway was built to connect workers at the hydroelectric power plants by some local waterfalls. You know, just a little bridge to help them cross while transporting materials and keeping things in check at the channel. The construction kicked off in 1901 and wrapped up by 1905. The walkway was famously crossed by King Alfonso XIII in 1921 during the inauguration of a dam. This pathway has seen some rough times by the early 2000s and was partly closed for over a decade. 4 years of renovations and €9 million later, it burst back onto the scene in 2015. It has gained a reputation as the world's most dangerous walkway due to a couple of tragic accidents in the late 90s. Now, you can stroll along a 1.8-mile path that hugs the edge of the gorge. Hey, remember I told you this Caminito only took 6 lives? Forget it. Nobody knows how much it really was. Alright, the next cliff destination may seem totally safe at first glance, but it's all about a very particular activity performed there. It's definitely not as high up in the sky as El Caminito del Rey, only soaring 89 feet, but this cliff is meant to jump from, and people actually do that. Now, if you were to take a watermelon and give it a dramatic drop into the water below, you'd end up with a spectacular crimson splash of watermelon juice, looking like a crime scene. It would plummet at a wild speed of 53 miles per hour, and it begs the question, can a human handle that kind of dive? Spoiler alert, absolutely. Welcome to Red Bull Cliff Diving, where brave athletes take the plunge from heights equivalent to an 8-story building. But before you think about trying this for kicks, let me tell you, it takes serious fitness to pull it off. The better your shape is, the better your dive, but it's also all about your peepers. Your eyes become your ultimate navigation system as you make that fearless leap. Fearless? The impact is no joke. If you dare to jump, you'll feel around 5 G-force on impact. For comparison, when you're on a commercial flight, even during the craziest turbulence, you rarely feel more than 1.3 G-force. But when you dive from a cliff, your heart's working overtime, and that 5 G-force can leave you lightheaded in no time. Your brain starts to feel a bit oxygen-starved, and before you know it, you could black out in a few seconds. All that blood suddenly rushes to your head, your face puffs up, and your lower eyelids practically cover your eyes. This phenomenon is called red-out, because all you see is a bright glow through those squeezed-shut eyelids. Yeah, that sounds like fun. Now, unlike all those cliffs, this place is pretty accessible, and is popular among freedivers for having little current, which is good when you go in depth. However, despite all those seemingly nice aspects of the Blue Hole in Egypt, this place has taken around 200 lives in recent years. Now, to be honest, technically, the Blue Hole is a complete average dive spot. There's nothing extraordinary that would make it more dangerous than any other spot in the Red Sea. However, diving through the arch at the Blue Hole is no joke. It's a tricky, submerged tunnel that has seen its fair share of accidents. While there's no official count of how many have lost their lives here, one source estimates that around 130 divers perished there between 1997 and 2012. That's more than 8 each year. Some say the number could be as high as 200, including a few snorkel-related accidents not tied to the arch dive. To help keep things safe, Egyptian authorities placed a police officer at the Blue Hole who makes sure divers are with certified guides who know the ropes. Now, the arch itself sits 170 feet down, which means you really need to know what you're doing and have the right gear, since recreational divers usually max out at around 100 feet or so. For experienced technical divers, it's mostly manageable. The real challenge is keeping track of your air in your tank, because if you mess up and take too long down there, you're going to need more than one tank of air to get through safely. If the gas isn't planned out right, you could find yourself short on air when you need to do your decompression stops, or even worse, you can run out of it completely. And, that would be bad.
Un tsunami frappant les grandes villes, sur ou près de la mer Méditerranée, et dans la partie nord-est de l'océan Atlantique, n'est pas une question de si, mais de quand. Il est effrayant et surréaliste de penser que des endroits, comme Cannes ou Barcelone, pourraient soudainement être frappés par une énorme vague. Mais le fait est que les côtes européennes se trouvent dans des zones tectoniques actives. Seulement environ 10% de tous les tsunamis dans le monde se produisent en Méditerranée. Et il y a eu au moins 290 tsunamis dans cette zone depuis 1600 avant notre ère. Malgré le nombre relativement faible, ce phénomène a causé de nombreuses catastrophes dévastatrices au cours de l'histoire de l'Europe. En 1755, un séisme de magnitude 8.5 dont l'épicentre se trouvait à l'ouest-sud-ouest du cap Saint-Vincent a déclenché un tsunami qui a détruit la majeure partie de Lisbonne, la capitale du Portugal. Environ 40 minutes après le tremblement de terre, cette vague massive a frappé le port et le centre-ville, remontant rapidement le fleuve Tage. Le phénomène était si rapide que plusieurs personnes à cheval ont dû galoper vers des hauteurs pour éviter d'être emportées. Et ce n'était que le début d'un cauchemar, avec 2 autres vagues terrifiantes qui ont frappé Lisbonne juste après. Une catastrophe comme celle-ci est similaire à ce que nous voyons dans l'océan Pacifique plusieurs fois par siècle. Mais dans l'Atlantique, c'est très rare. Ce genre de tsunami majeur est censé se produire tous les 3 à 5 siècles. Mais maintenant, cela pourrait arriver demain. Marseille en France, Chipiona en Espagne et d'autres villes figurent sur la liste des lieux importants qui pourraient être inondés bientôt, avec une probabilité d'environ 100% d'être frappés par un tsunami au cours des 30 prochaines années. Les statistiques montrent que la vague atteindra probablement plus de 1 mètre de haut. Je sais, cela ne semble pas beaucoup. Surtout puisque quand nous pensons au tsunami, nous imaginons des vagues terriblement hautes, comme celle qui a frappé la baie de Lituya en Alaska. Dans ce cas, la vague mesurait plus de 518 mètres de hauteur. Mais nous devons nous rappeler que même des vagues de seulement 50 cm de haut peuvent être dangereuses pour les nageurs. Car ce n'est pas seulement la hauteur du tsunami qui compte, mais aussi le flux et le mouvement de l'eau. Sans parler des inondations, qui peuvent endommager les plages, les ports et les rues. Si le littoral possède un petit port et que le front de mer est exceptionnellement bas, comme à Cannes, cette catastrophe naturelle pourrait être beaucoup plus dangereuse. Les tsunamis d'environ 2 mètres de haut peuvent soulever des voitures du sol, tandis que des vagues plus petites peuvent créer des murs d'eau se déplaçant à 65 km/h. De plus, il y a ces événements plus petits qui ne détruiront peut-être pas tout mais peuvent quand même coûter une fortune. Par exemple, des bancs de sable gigantesques qui se déplacent sur le fond de l'océan, comme des dunes de sable qui se déplacent dans les déserts. Ils peuvent endommager des pipelines ou des câbles sous-marins pour Internet et communication. Et cela finit par coûter des millions de dollars aux entreprises et au gouvernement. C'est pourquoi des organisations comme l'UNESCO s'inquiètent de la possibilité qu'un tsunami dangereux frappe bientôt l'Europe. Elles font donc tout leur possible pour prévenir des scénarios apocalyptiques. Comme ce qui s'est passé en 2004 quand un tremblement de terre au large de la côte de Sumatra, Indonésie, a provoqué des vagues de plus de 30 mètres de haut dans les communautés côtières, entraînant la perte de plus de 200 000 vies. Et n'oublions pas 2011, lorsqu'un tremblement de terre au large de la côte de Tohoku, au Japon, a déclenché un tsunami qui a atteint environ 9,6 km à l'intérieur des terres et provoqué un grave accident nucléaire dans une centrale électrique le long de la côte. Plus de 16 000 personnes ont perdu la vie dans cette tragédie, et l'événement a entraîné des milliards de dollars de dégâts aux infrastructures. Ces catastrophes ont été de sérieux avertissements, et nous avons parcouru un long chemin depuis 2004. Nous sommes beaucoup plus en sécurité aujourd'hui, en grande partie parce que le système d'alerte au tsunami est très efficace pour détecter rapidement cette situation dangereuse. Contrairement à de nombreux autres phénomènes naturels, un tsunami peut être anticipé. Nous n'avons peut-être que quelques minutes pour agir, mais si nous savons tous quoi faire, de nombreuses vies peuvent être sauvées. Et dans la plupart des régions du monde, des sirènes sont couramment utilisées pour alerter les gens des tsunamis. Pour déclencher la sirène le plus tôt possible, les alertes initiales de tsunami se basent généralement uniquement sur les données sismiques. Tout d'abord, les spécialistes reçoivent des informations sur un tremblement de terre. Les ondes sismiques se déplacent environ 100 fois plus vite que les tsunamis. Ainsi, ils ont suffisamment de temps pour analyser les données et déterminer si le tremblement de terre a pu générer un tsunami, et s'ils doivent émettre une alerte de tsunami initiale. Dans les centres d'alerte américains, par exemple,
Les scientifiques émettent généralement des alertes initiales dans les 5 minutes suivant un tremblement de terre. Si un tsunami est suspecté, ces alertes peuvent également inclure des informations sur les heures d'arrivée des vagues, des actions recommandées et les impacts potentiels. Mais tirer la sonnette d'alarme ne suffit pas. Pour sauver des vies, les communautés côtières doivent également être formées à réagir rapidement et de la meilleure façon possible. C'est pourquoi l'UNESCO a produit ce programme appelé Tsunami Ready, visant à former les personnes vivant dans les zones côtières à risque sur la manière d'agir en cas de tsunami d'ici l'année 2030. L'idée est d'aider les communautés à rester en sécurité en leur apprenant à protéger leurs moyens de subsistance et à préserver leurs maisons. Être reconnu comme Tsunami Ready par l'UNESCO ne signifie pas qu'une communauté est à l'abri des tsunamis, bien sûr. C'est plutôt une reconnaissance qu'ils ont adopté toutes les mesures possibles pour atténuer les risques de tsunami. Ainsi, les autorités aident les communautés à se préparer en installant des panneaux d'évacuation, en établissant des procédures de sécurité et en créant des plans pour avertir les touristes. Comme l'Espagne, qui a distribué des panneaux d'alerte au tsunami le long de toute la côte, ainsi que des panneaux indiquant les routes d'évacuation vers des terrains plus élevés. Et l'Espagne ferait mieux d'être préparée. Je veux dire, seulement 7 tsunamis ont frappé le pays depuis l'année 365, donc il est difficile de prévoir les effets d'un tel événement. Mais il pourrait être dévastateur, étant donné que les zones côtières espagnoles sont tellement importantes économiquement. Il y a aussi une zone dangereuse dans la faille d'Averroès, sous la mer d'Alborán. Si un tremblement de terre se produit à ce point, les gens auront seulement 21 minutes pour échapper à un tsunami. UNESCO a également établi 12 centres d'alerte au tsunami, qui couvrent également l'Europe. Cette initiative implique 5 centres situés dans les régions méditerranéennes et nord-est atlantique. Ces centres peuvent sauver des milliers de vies, car ils surveillent les perturbations océaniques 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ensuite, après avoir analysé la menace, ils envoient des messages en fonction du potentiel de l'événement à provoquer un tsunami. L'échelle d'intensité va de aucun effet à complètement dévastateur. Et par cela, ils comprennent que presque tous les bâtiments en briques pourraient être démolis par les vagues, et même les structures en béton les plus renforcées pourraient subir de lourds dégâts. Jusqu'à présent, nous avons principalement parlé des tsunamis causés par des tremblements de terre le long des frontières des plaques tectoniques convergentes. En fait, les tremblements de terre ont représenté plus de 80% des tsunamis depuis 1900. Mais les tsunamis peuvent aussi résulter de glissements de terrain, d'éruptions volcaniques et même d'impacts de météorites. Les experts s'inquiètent également du fait qu'avec les changements climatiques actuels, nous pourrions voir apparaître plus de météo-tsunamis en Méditerranée. Ceux-ci sont déclenchés par des conditions météorologiques anormales et peuvent perturber toute côte ayant un fond marin peu profond. Ils ne sont peut-être pas aussi énormes ou célèbres que ceux provoqués par les tremblements de terre, mais ils peuvent tout de même causer des dégâts matériels importants et mettre les gens en danger. Par exemple, en 2006, un météo-tsunami a frappé le port de Ciutadella sur l'île espagnole de Minorque. Des yachts ont été projetés les uns contre les autres et ensuite échoués sur le fond du port à mesure que l'eau se retirait, ce qui a entraîné des dégâts. Il y a une île mystérieuse qui apparaît et disparaît comme par magie. Tout comme le chat de Schrödinger, l'île de Schrödinger existe et n'existe pas tout à la fois. Officiellement, elle s'appelle Sandy Island, et elle est bien apparue sur des cartes, mais elle n'a jamais existé dans la réalité. Des scientifiques australiens ont décidé de résoudre le mystère une fois pour toutes, en se lançant sur la piste de cet archipel insaisissable. Mais lorsqu'ils ont atteint les coordonnées à disposition, ils n'ont trouvé que des vagues d'un bleu infini, comme si l'île jouait à cache-cache avec eux. Cette histoire remonte à 1876. Un baleinier qui traversait la région a signalé la présence d'une île. Celui qui l'a vue a dit qu'elle mesurait plus de 24 km de long du nord au sud et environ 5 km de large, soit environ la taille de Manhattan, pas du tout minuscule. Mais chaque fois que des chercheurs se sont rendus dans la région, ils n'ont rien trouvé. En 1974, une mission officielle en provenance de Nouvelle-Calédonie a donc déclaré que Sandy Island n'existait tout simplement pas et l'a donc exclu de toutes les cartes. Tout le monde a ensuite continué à vivre sa vie, jusqu'à ce qu'on remarque que l'île apparaissait sur Google Earth sous la forme d'une tache noire.
En 2012, une autre expédition australienne se rendit sur place pour essayer d'obtenir une explication. Finalement, ils rédigèrent l'éloge funèbre de l'île perdue et clarifièrent la situation pour tous les curieux. Tout d'abord, au XIXe siècle, la cartographie n'était pas ce qu'elle est devenue par la suite. Il était facile de se tromper dans les coordonnées. Ensuite, il y a le fait que la région est très active sur le plan volcanique. Il est probable que de la lave se soit refroidie et ait créé une sorte de radeau. Imaginons maintenant que le baleinier soit passé par là, qu'il ait vu le radeau volcanique et qu'il ait cru, de loin, qu'il s'agissait d'une île. Ce n'est bien sûr qu'une supposition. Les humains se sont aventurés très loin à travers le monde, et il a pu sembler, à un moment donné, que nous avions exploré les moindres recoins de notre planète. Mais lorsque le mont Lico est apparu sur Google Earth, les scientifiques se sont soudain montrés très enthousiastes. Cette merveille cachée au nord du Mozambique n'est pas une forêt tropicale ordinaire. Elle est nichée à l'intérieur d'un volcan. Déterminés à confirmer l'existence de cette forêt mystérieuse, les experts ont réuni une équipe de scientifiques et de spécialistes de haut niveau venus du monde entier. Le voyage jusqu'au mont Lico n'a pas été de tout repos. Une impressionnante ascension rocheuse verticale se dressant entre eux et la forêt. Mais après 6 années de planification et de préparation, ils étaient fin prêts à relever le défi. Une fois sur place, ils ont constaté que le site était encore plus beau qu'ils ne l'avaient imaginé. L'endroit ressemblait à un jardin parfaitement entretenu. La forêt semblait unique, très différente des autres forêts tropicales. Il y avait des chenilles incroyablement grosses et d'aspect dangereux, et ils ont même trouvé des pots anciens et des preuves d'un écosystème humain intact. Oh! Terra Incognita signifie terre inconnue. L'un des plus grands territoires inconnus mais en cours de dévoilement est celui qui se trouve sous la calotte glaciaire de l'Antarctique. Sous la surface enneigée se cache un monde entièrement nouveau, avec des canyons, des cours d'eau et des lacs que les scientifiques travaillent actuellement à cartographier. On ne peut s'empêcher de se demander s'il y a vraiment de l'eau liquide sous la surface gelée de l'Antarctique. Oui, c'est bien possible. L'eau peut exister à l'état liquide grâce à la pression, et aussi grâce à la chaleur qui émane de l'intérieur de la Terre. Ainsi, nous trouvons des merveilles, comme le célèbre lac Vostok. On ne le voit pas, mais le lac Vostok se trouve juste ici. Situé dans l'Antarctique de l'Est, il se trouve sous 4 km de glace épaisse. Cet immense lac a une superficie d'environ 12 500 km². Nous n'avons pu le découvrir qu'à l'aide de technologies de pointe telles que les sondes sismiques et les radars. Selon les scientifiques, il est probable que ce lac existe depuis une quinzaine de millions d'années. Le Bhoutan est connu pour être, entre autres, le pays le plus heureux de toute l'Asie. Mais il a longtemps gardé un trésor caché, l'une des plus hautes montagnes non escaladées du monde, le Gangkhar Puensum. Pour info, le Bhoutan est enchâssé dans les glorieuses montagnes de l'Himalaya. Les amateurs d'escalade ont donc été très enthousiastes lorsqu'ils ont découvert une montagne encore vierge. Imaginez que vous soyez la première personne à gravir un sommet inexploré. Cela vous garantirait certainement une place dans le livre Guinness des records. C'est une loi bhoutanaise qui a longtemps préservé cette montagne. Pour les habitants de la région, son sommet est un site sacré, entouré de mystères et de légendes. Selon l'une de leurs croyances, le caractère sacré de l'ascension d'une montagne ne réside pas dans le fait d'atteindre son sommet, mais dans le fait de communier véritablement avec la nature. Il faut admettre que les Occidentaux voient les choses autrement. Si vous vous trouvez dans l'État de New York, ne manquez pas de visiter l'Aglo General Store. Il vous faudra circuler quelque temps dans les Catskills, mais vous finirez par trouver ce magnifique et grandiose rien du tout. Aglo est l'une des villes de papier les plus célèbres d'Amérique, c'est-à-dire une fausse ville. Mais son histoire est différente de celle de Sandy Island. La ville d'Aglo n'a jamais existé, et ce n'était pas une erreur. Les cartographes ont une vieille méthode pour empêcher le plagiat. Ils ajoutent de fausses villes à leurs cartes pour savoir si quelqu'un a copié leur travail. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que cette pratique dégénère complètement. On raconte qu'un jour, dans une station-service, un homme a acheté une carte sur laquelle figurait la ville d'Aglo. Cette personne a ensuite décidé d'ouvrir un magasin à cet endroit et de l'appeler l'Aglo General Store. Selon la rumeur, ce propriétaire aurait été poursuivi en justice par les auteurs de la carte. Quoi qu'il en soit, tout ça a duré quelques années, puis c'est devenu un sujet de plaisanterie nationale. Des Américains viennent de tous les coins du pays pour prendre une photo du panneau de bienvenue de la fausse ville. Et puis il y a l'île de Bermeja, située dans le golfe du Mexique.
Cette île bizarre apparaît sur de nombreuses cartes des 16e et 17e siècles. Elle a probablement été dessinée par des explorateurs espagnols. Bien sûr, son emplacement exact varie d'une carte à l'autre. Son nom même apparaissait parfois sous une forme différente, Bermeja, mais on était pourtant sûr de son existence. L'île de Bermeja est apparue pour la dernière fois sur une carte mexicaine de 1921, et puis, pouf, elle a disparu définitivement. Les gens ont commencé à se poser des questions. L'île avait-elle coulé? Avait-elle été détruite? En 2009, 3 missions officielles ont été lancées à la recherche de l'île. Des technologies de pointe ont été utilisées pour explorer les fonds marins mexicains, mais Bermeja restait introuvable. Les chercheurs ont alors échafaudé quelques hypothèses. Penchons-nous sur l'une d'entre elles. L'île aurait été inventée par des explorateurs de l'époque pour tromper leurs ennemis dans leur quête de terres et de trésors. Cela semble plausible. Jetons un coup d'œil à Rio de Janeiro. Autrefois, la ville regorgeait de territoires informels. Ces lieux sont connus sous le nom de bidonvilles ou favelas. Ce sont comme des mini-villes à l'intérieur de la grande ville. Certaines favelas sont connues pour être particulièrement défavorisées, les habitants n'y bénéficiant pas des mêmes avantages que les autres citoyens, comme le système d'égouts et le ramassage des ordures. Ces bidonvilles se sont développées si rapidement que le gouvernement n'a pas eu le temps de suivre leur évolution. Aujourd'hui, ce sont donc généralement les habitants eux-mêmes qui nomment les rues, et ils se débrouillent avec ce qu'ils ont à leur disposition. L'un des plus grands bidonvilles du Brésil se trouve à Rio de Janeiro, la Rocinha. Il n'a été reconnu comme quartier par le gouvernement local que dans les années 90. Notre propre plancher océanique est moins bien cartographié que Vénus, Mars et la Lune. En fait, 95% de nos océans sont encore inexplorés. Étrange, n'est-ce pas? Nous disposons de la technologie nécessaire, qui consiste principalement à effectuer des sondages ultrasoniques, c'est-à-dire à envoyer des ondes sonores au fond de l'océan et à enregistrer ce qu'elles nous renvoient. L'un des principaux avantages d'une cartographie plus approfondie des fonds marins serait une meilleure connaissance. L'homme se trouve au sommet de la chaîne alimentaire, mais certaines créatures nous causent quand même beaucoup de problèmes, et nous ne pouvons rien y faire. Regardez ces mouches aux yeux rouges et au corps bleu-vert. Elles sont le pire cauchemar de certains agriculteurs aux États-Unis d'Amérique. Elles portent le nom de Cochliomia. Depuis des siècles, ces petites bêtes nuisibles dévorent le bétail de la Floride à la Californie, causant de graves dommages à l'agriculture. Pour lutter contre ces mouches parasites, le ministère américain de l'Agriculture a largué par hélicoptère 15 millions de larves stériles le long de la frontière entre le Panama et la Colombie. Il existe même une usine, au Panama, qui produit ces larves stériles comme s'il s'agissait de fruits frais. Cela peut sembler étrange, mais c'est en fait tout à fait logique. En effet, les mouches femelles n'ont qu'une seule chance de s'accoupler au cours de leur vie. Donc, si elles s'accouplent avec un mâle stérile, c'est très efficace. Pas de descendance. Jamais. Grâce à cette astuce, les mouches sauvages ne peuvent pas se reproduire, car elles ne trouvent que des partenaires stériles, et cela permet de contrôler leur nombre. Mais comment rend-on stériles tous ces mâles? C'est très simple. Une petite décharge de radiation suffit. Vous apportez une poignée de mouches dans un laboratoire. Vous les passez rapidement dans une machine à rayon X, puis vous les relâchez dans la nature, là où se trouvent leurs congénères. Lorsque les Cochliomia reparaissent dans une région, des inspecteurs montent à bord de véhicules tout-terrain afin de parcourir des milliers de kilomètres à la recherche d'animaux infectés et d'enrayer la propagation de la maladie. Il n'existe pas de solution miracle pour éradiquer complètement ces parasites, mais le plan d'action est clair. On continue à envoyer des larves de mouches stériles, et ainsi, on garde une longueur d'avance sur ces petites créatures. Savez-vous pourquoi il est très dangereux de déplacer des animaux d'un habitat à un autre? Parce qu'il est possible qu'ils ne rencontrent pas de prédateurs dans leur nouvel habitat et qu'ils deviennent une espèce envahissante, susceptible de provoquer un désastre écologique. Voici un exemple simple. Dans les années 30 du XXe siècle, les agriculteurs australiens ont été confrontés à un grave problème. Les coléoptères Dermolepida alboirtum ravageaient les plantations de canne à sucre dans le nord du pays. Ils dévoraient une grande partie des récoltes, et les fermiers étaient désemparés. Comme ils ne voulaient pas utiliser de pesticides toxiques, ils ont fait venir le crapaud des cannes d'Amérique du Sud dans l'espoir qu'il mange tous ces vilains coléoptères. Mais lorsque ces crapauds se sont retrouvés dans les champs, ils n'ont pas pu atteindre leur proie, installée en haut des tiges.
Les crapauds ne pouvaient tout simplement pas sauter suffisamment haut. Au lieu de manger les coléoptères, ils se sont donc mis à dévorer d'autres créatures. Ensuite, ces amphibiens ont commencé à se multiplier à un rythme effréné. La femelle du crapaud peut pondre environ 30 000 œufs à la fois. Au bout de 3 jours, de petites têtards sortent des œufs. Ils nagent pendant 20 semaines avant de se transformer en crapaud. Puis ils vivent entre 5 et 10 ans. Des millions d'animaux sauteurs ont donc commencé à envahir tout le nord du continent, détruisant toute la biodiversité. Feuilles, herbes, insectes, charognes, les crapauds mangeaient tout, ne laissant rien aux autres animaux. Le problème, c'est que ces crapauds se sont révélés être des créatures très résistantes. Chaleur, froid, pluie, sécheresse. Ils peuvent y se reproduire n'importe où et rien ne peut les arrêter. Mais qu'en est-il des autres animaux? L'Australie regorge d'alligators, de gros oiseaux et d'autres créatures qui se feraient un régal de ces amphibiens sauteurs. Oui, mais les animaux qui tentèrent de se repaître de ces crapauds ne survécurent pas. Le petit souci, c'est que le crapaud des Cannes est venimeux. Des glandes situées derrière ses yeux produisent une toxine puissante qui cause de graves problèmes de santé à ceux qui s'en approchent. Certains fermiers ont même vu des oiseaux tomber du ciel après avoir avalé ces amphibiens. Plus de 80 ans se sont écoulés depuis que ces fermiers ont introduit une centaine de ces crapauds en Australie. Aujourd'hui, ils sont environ 1,5 milliard. Ils vivent déjà sur 1 million de kilomètres carrés, ce qui correspond à peu près à la superficie des États du Texas et de l'Oklahoma réunis. Jusqu'à présent, les scientifiques et les biologistes n'ont pas trouvé de moyens efficaces pour s'en débarrasser. Les gens ont essayé de les attraper, mais cela n'a servi à rien. Même si vous attrapez 98 crapauds sur 100 au bord d'un petit étang, les 2 crapauds restants pourront produire 30 000 œufs en une seule nuit. La nature rétablira peut-être l'équilibre lorsque des animaux immunisés contre les toxines des crapauds apparaîtront en Australie. Mais pour l'instant, rien ne semble pouvoir les arrêter. Comment enrayer la prolifération incontrôlée des moustiques dangereux pour l'homme? La solution est de créer 735 millions de moustiques génétiquement modifiés et de mélanger ces 2 groupes. Dans le monde entier, de nombreuses espèces de moustiques sont porteuses d'infections pouvant causer de graves problèmes de santé à l'homme. Personne ou presque n'aime les moustiques. Ces insectes bourdonnants nous empêchent de dormir et leurs piqûres provoquent d'insupportables démangeaisons. Beaucoup de gens seraient nés probablement heureux si ces créatures disparaissèrent de la surface de la Terre. Les scientifiques ont peut-être trouvé un moyen de réaliser ce souhait. Seules les femelles moustiques nous piquent. Elles ont besoin de nourriture pour produire des œufs. Les scientifiques ont donc libéré des moustiques mâles génétiquement modifiés, dotés d'une protéine particulière. Lorsque 2 moustiques entrent en contact, cette protéine est transmise du mâle à la femelle et l'empêche de se multiplier. On s'attaque aux femelles avant qu'elles aient atteint l'âge où elles commencent à piquer. Les femelles ne peuvent donc plus produire de descendants, ce qui signifie qu'elles n'ont plus besoin de piquer les hommes et les animaux. Et plus les scientifiques diffusent cette protéine, plus la population de moustiques diminue. Cela semble être une bonne chose. Mais environ 240 000 personnes ont signé une pétition demandant l'annulation de cette opération. De nombreux scientifiques pensent que la disparition d'une seule espèce d'insecte peut conduire à une catastrophe biologique. La nature est un système complexe et équilibré, où le moindre changement peut entraîner de graves problèmes. Les moustiques sont une source de nourriture pour de nombreux reptiles et amphibiens. L'extinction des moustiques pourrait conduire à la disparition d'un grand nombre d'espèces. Nous assisterions à une réaction en chaîne catastrophique dont nous ne connaîtrions pas l'issue. Pourtant, des moustiques ainsi modifiés ont déjà été introduits en Floride. Et il semble qu'il ne se soit rien passé de terrible. La bonne nouvelle, c'est que les gens ont désormais moins de problèmes de santé. En outre, depuis 2019, environ 1,5 milliard de ces moustiques ont été disséminés de par le monde. Cela a permis de sauver des millions de vies et n'a pas encore perturbé l'équilibre délicat de la nature. Récemment, des scientifiques ont relâché un autre groupe de moustiques considérés comme non dangereux en Afrique de l'Est. Espérons que ces chercheurs soient sûrs de leur coup. Les espèces invasives ne sont pas toujours des moustiques, des mouches ou des amphibiens. Il peut également s'agir de grands animaux, comme les cochons sauvages ou super cochons. Ces cochons sont un mélange de porcs domestiques et de sangliers. Le sud des États-Unis en compte déjà près de 7 millions. Grâce aux efforts de la population, ces animaux ne se sont pas encore répandus dans le nord. Mais le danger pour les États du Nord vient du Canada. Des cochons y ont été introduits dans les années 80 pour soutenir l'agriculture.
Mais au début des années 2000, ces animaux ont perdu leur popularité. Ils sont restés à l'état sauvage. Et les agriculteurs étaient persuadés qu'ils ne survivraient pas au rude hiver canadien. Oh, comme ils se trompaient. Les cochons sauvages se sont révélés très résistants et capables de se reproduire rapidement. Ces animaux creusent et détruisent les sols, mangeant presque tout ce qu'ils trouvent. Et par conséquent, il ne reste plus grand-chose pour les autres animaux. D'ailleurs, ils s'attaquent aussi aux autres créatures. Ils s'en prennent aux souris, aux oies, aux canards et à certaines espèces de cervidés. Ils piétinent les cultures, l'herbe et les fleurs, et ils n'ont peur de rien. Ce sont de véritables bulldozers naturels. Toute ferme est en danger si elle se trouve sur le chemin de ces hordes de super cochons, et les gens ne peuvent rien faire contre eux. Les États du Nord comprennent qu'une invasion est imminente, et ils se préparent donc à un long combat. Les super cochons adorent les zones marécageuses où l'herbe est haute. Les agriculteurs canadiens et américains tenteront de les repousser dans des zones plus ouvertes, puis de les contenir. Ce plan n'est pas parfait, mais il permet de ralentir les cochons et de gagner du temps. Souhaitez-vous qu'un styliste professionnel plie vos bagages, qu'un chef privé prépare des repas spécialement pour vous, et qu'un avion entier soit affrété pour transporter le téléviseur qui ne tenait pas dans votre jet privé? Telle est la réalité quotidienne des voyages pour les 0,1% des Américains les plus riches, ceux qui gagnent environ 3 millions de dollars par an. Comparez cela au salaire d'un travailleur américain moyen, qui est d'environ 60 000 dollars à l'année. Par ailleurs, les 1% des plus riches ont en moyenne gagné 800 000 dollars au cours de la même période. Si vous aspirez à voyager comme les gens les moins fauchés du monde, n'imaginez même pas vous prélasser 2 semaines dans un hôtel de luxe avec du shampoing en or. La dernière tendance des voyages haut de gamme est le surf and turf, où les millionnaires passent une semaine à bord un yacht élégant après avoir séjourné dans un hôtel de luxe, ou inversement. Les ventes de bateaux ont explosé ces dernières années, et les riches adorent affréter des voiliers pour des sommes allant de 25 000 dollars la semaine à 90 000. C'est un excellent moyen de se distinguer du commun des mortels, et tout est planifié à l'avance par leurs agents de voyage. Ils n'ont donc à s'occuper de rien. Les ultra-riches plébiscitent également les îles privées ou privatisent des hôtels entiers. Ainsi, une villa sur une île privée au large des côtes cannoises coûte environ 290 000 dollars par semaine. C'est une somme raisonnable à débourser pour l'absence de voisins ou de circulation. Et si l'agitation vous manque à un moment donné, vous pouvez toujours grimper dans un hors-bord et danser toute la nuit dans l'un des luxueux clubs de plage des alentours. En 2023, la Grèce est devenue la destination phare des voyageurs appartenant aux 1% des plus riches. L'île de Paros semble être devenue l'une des grandes favorites. La Sicile a perdu de son charme aux yeux des millionnaires, étant désormais trop visitée par les fans de The White Lotus. Et il n'y a pas que le San Domenico Palace, géré par Four Seasons, où la série a été tournée, mais c'est toute l'île qui est concernée. Pour les sports d'hiver, il y a toujours Aspen pour les Américains, ainsi que les stations de ski des Alpes. Ces destinations offrent des hôtels exclusifs, des restaurants étoilés au Michelin, des boutiques haut de gamme et des chalets qui semblent bien plus luxueux que la maison familiale moyenne. Si la neige naturelle vient à manquer, un système de canons à neige vient régler ce problème. Certains des meilleurs hôtels offrent même un accès direct aux remontées mécaniques, menant aux principales pistes de ski. Pour ceux qui sont blasés des stations européennes, les Seychelles offrent une alternative attrayante. Vous pourrez y louer une villa pour environ 11 000 dollars la nuit sur une île privative. George et Amal Clooney apprécient particulièrement ces lieux. Mais ceux qui recherchent des destinations encore plus exclusives opteront pour l'Antarctique, accessible en jet privé depuis le Cap. Ce périple qui dure moins de 24 heures coûte la bagatelle de 195 000 dollars. Richard Branson préfère passer ses vacances sur l'île privée de Necker, située dans les îles Vierges britanniques. Cette île offre une faune magnifique à découvrir. Les clients peuvent louer l'île tout entière pour 80 000 dollars par nuit. Car, bien qu'il y ait de la place pour 34 personnes, la plupart des milliardaires ne sont pas enclins à partager leur espace. Les plus fortunés du monde apprécient les événements où ils peuvent rencontrer leurs pairs. Des rendez-vous comme le Forum économique mondial de Davos, où un steak coûte 150 dollars et un verre 40, sont particulièrement prisés.
Il y a également les courses de chevaux, les salons nautiques de Miami ou de Singapour, ainsi que le Dubai International Boat Show. Pour les amateurs de cinéma et celles qui aiment exhiber leurs robes somptueuses, des festivals comme celui de Sundance dans l'Utah, le Festival de Cannes ou la Mostra de Venise sont d'excellentes options. Les passionnés de sport assistent à des événements tels que l'US Open de golf et d'autres tournois de golf, le tournoi de tennis de Wimbledon, la Melbourne Cup d'Australie ou le Grand Prix de Monaco pour les amateurs de vitesse et de voitures de luxe. Enfin, ceux qui ne peuvent se passer de style et aiment être à l'avant-garde des tendances ne manquent jamais les Fashion Week de New York, Londres, Milan et Paris. Pour les amateurs de musique et d'architecture somptueuse, il existe des bals d'opéra prestigieux, tels que celui de Vienne ou la soirée d'ouverture de la Scala de Milan. Ces événements ne sont pas les seuls moments marquants. Les anniversaires en sont aussi. Par exemple, pour ses 22 ans, la milliardaire Kylie Jenner a loué un super yacht pour plus d'1 million de dollars la semaine. Une personne ordinaire devrait économiser toute une vie pour louer ce navire, même pour une seule journée. Lorsqu'il s'agit de se rallier leur destination de luxe, de plus en plus de millionnaires optent pour des jets privés. Ils peuvent ainsi voler à tout moment, même lorsqu'il y a des restrictions sur les vols commerciaux, et n'auront pas à choisir entre poulet ou pâtes à la tomate lorsque l'hôtesse de l'air atteindra enfin leur siège en classe économique. Il y a environ 22 000 jets d'affaires dans le monde, et ce nombre ne cesse d'augmenter. La plupart de ces avions se trouvent aux États-Unis, le Brésil étant en deuxième position. En Europe, c'est l'Allemagne qui arrive en tête, mais ne se classe que 5e au niveau mondial. Si, pour une raison quelconque, ces voyageurs ne se rendent pas à leur destination en jet privé et décident de partager la première classe avec d'autres passagers, ils expédient généralement leurs bagages séparément. Les bagages des riches sont récupérés à leur domicile et les attendent dans leur suite luxueuse ou leur yacht à l'arrivée. Pour un service de livraison en une journée, il leur en coûtera quelques centaines de dollars par bagage. Et bien entendu, ils ne se préoccupent pas eux-mêmes de faire leurs bagages. Il est bien plus pratique d'embaucher quelqu'un pour quelques milliers de dollars afin de s'occuper de cette tâche fastidieuse. Un styliste professionnel sélectionne tous les vêtements pour des photos parfaites, les roule, les place dans des sacs et établit des listes de ce qui s'y trouve et des assortiments possibles. Les vêtements ne sont évidemment pas inclus dans la rémunération du styliste, ajoutant ainsi plusieurs milliers de dollars au coût total des vacances. Bien que les voyageurs les plus riches puissent louer n'importe quel véhicule pendant leur déplacement, nombreux sont ceux qui préfèrent voyager avec leur propre voiture de luxe. Pour cette raison, ils choisissent d'expédier leur véhicule vers leur destination à l'avance. Acheminer une Porsche de Dubaï à Londres par Fly Emirates coûte environ 36 000 dollars, une somme suffisante pour acheter une voiture familiale flambant neuve. Mais ce type de véhicule est très peu prisé des milliardaires. Certains voyageurs fortunés, ne faisant pas confiance aux compagnies aériennes commerciales, préfèrent affréter un avion cargo pour transporter leurs précieuses voitures. Parfois, ils expédient une véritable armada d'automobiles, de motos et d'autres jouets coûteux. Dans le pays de destination, des camions couverts transportent ces trésors jusqu'à l'adresse du client ou au garage de leur choix. Les propriétaires n'apprécient guère que des livreurs inconnus ajoutent des kilomètres à leurs véhicules rutilants. Ce service de livraison peut ainsi coûter plusieurs millions de dollars. Certaines voitures ont une valeur sentimentale pour leurs propriétaires et valent bien moins que le coût de leur luxueuse livraison. Un homme particulièrement riche a même affrété un avion cargo pour transporter son téléviseur Samsung, qui ne passait pas la porte de son jet privé. Ah, ces problèmes de riches. Les ultra-riches peuvent se permettre de manger dans n'importe quel restaurant du monde, mais cela leur semble trop banal. Ils préfèrent donc emmener leur cuisinier personnel en vacances. Ces professionnels connaissent les régimes alimentaires et les objectifs de santé de leurs clients. Pour ces voyageurs grand luxe, la cohérence et la routine sont trop importantes pour être sacrifiées au profit de restaurants bondés. Et pour les chefs, c'est souvent l'occasion de voyager gratuitement tout en percevant un bon salaire. Parfois, les clients invitent même la famille du chef à l'accompagner, surtout pendant les vacances. Ce travail exigeant peut être très stressant, avec des horaires variés. Les cuisiniers doivent parfois préparer des dîners pour 16 personnes à la dernière minute, ou trouver des ingrédients rares dans des lieux où les magasins sont peu fournis. Et bien sûr, tout ce qu'ils entendent pendant les repas doit rester absolument secret. Chut!